L'invité qui me rejoint cette semaine a une façon très particulière de décrire son activité. Vous allez le découvrir lors de son très bon elevator pitch dans quelques minutes. Petit indice, cela a un rapport avec un célèbre personnage de télévision. C'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois la photographe de mariage, Annie Gozard. Ah, j'oubliais. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Annie Gozard. Annie est une ancienne juriste reconvertie photographe. C'est pourquoi nous allons ensemble beaucoup parler photo. Et je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à ça. Annie est une photographe très instinctive. J'ai donc eu envie de savoir comment fonctionne son instinct, comment elle shoot le jour J et comment vient son inspiration. Annie nous parlera également de sa façon de faire des photos sur le cocktail, de son style très coloré, de comment gérer le travail avec un vidéaste et bien sûr de son parcours en droit avant la photo et si ça lui a servi dans la gestion de son activité. Elle nous parlera également du livre Les secrets de la photo de mariage qu'elle a coécrit avec Marine Poron et Léa Torrieri, sujet qui m'intéresse particulièrement puisque je suis moi-même en train de finaliser mon premier livre édité chez Erol. Et avant de poser à Annie ma question habituelle dont vous attendez tous et toutes la réponse, sachez que j'ai une formation gratuite pour vous expliquer comment trouver vos premiers clients en mariage. C'est une formation de 7 jours et chaque jour vous recevez un mail vous donnant accès à une nouvelle vidéo de la formation. Le lien d'inscription se trouve dans la description, mais ça normalement si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous le savez. Eh bien Annie, c'est parti. Est-ce que tu peux me dire ton elevator pitch ? Bien sûr. Donc, on m'appelle la Colombo de la photo, c'est-à-dire que je ressemble à rien, je fais des trucs que les gens ne comprennent pas, je monte sur une table ou je me couche par terre pour prendre des photos et à la fin, quand les gens voient le résultat, ils me disent « Ah mais oui, bien sûr, bravo ». Tu l'avais préparé depuis très longtemps en vue du podcast ou c'était Non, un truc que tu dis avant ? En fait, j'ai l'habitude de pitcher parce que je fais partie d'un réseau business où on pitch tous les 15 jours. Et en fait, Ok. j'adore ça, réussir à trouver un angle à chaque fois différent pour me présenter. Et j'ai écouté effectivement pas mal des podcasts et souvent les gens étaient pris au dépourvu et finalement c'était assez commun, enfin assez classique comme présentation. Donc je me suis dit que j'allais prendre cet angle-là que j'avais déjà testé auprès d'autres personnes et ça marche bien. Bah ouais, carrément. Au moins, on s'en souvient. C'est ça, J'ai failli te exactement. demander quand tu m'as dit que tu étais la Colombo. J'ai failli te demander, c'est-à-dire que tu fais toujours référence à ta femme ou à ton mec dans. Non, par contre, j'ai une caisse toute pourrie, comme Colombo. Voilà, mon mec, on le voit pas non plus très souvent. Il faut vraiment bosser avec lui pour le rencontrer. Enfin voilà, il y a pas mal de points communs. Et surtout aussi Colombo. Enfin, parce qu'en fait, j'ai découvert Colombo grâce au confinement, parce que j'avais jamais vu avant de Colombo. Et j'ai eu une révélation en voyant certains épisodes, parce que aussi Colombo, il marche beaucoup à l'instinct. En fait, souvent il a dans le collimateur une personne qu'il pense être le suspect, et ensuite il va travailler pour rassembler des preuves. Et en fait, en photo, on travaille aussi beaucoup avec notre instinct. Donc, je trouvais que le parallèle, enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient, enfin, dont le parallèle fonctionnait bien, en tout cas avec moi et avec la pratique de la photo finalement. En fait, en y réfléchissant, moi, c'est toujours tiens une dernière photo. Tiens, tu vois, avec les couples, Aussi, c'est ouais, tiens une dernière. Donc c'est un peu comme Colombo. Ah, mais oui, au fait, une oui, dernière question. c'est exactement ça. C'est le rapport avec Colombo. En fait, c'est bien parce que là, avec ça, j'ai le titre du podcast et tout bien Ah déjà, oui, la ok. Colombo de la photo de mariage. Mais c'est surtout que, en fait, je ne fais pas que de la photo de mariage, donc en fait, je me voyais pas faire non plus pour me présenter, de faire un peu une liste, enfin de tous les domaines dans lesquels j'interviens. Enfin voilà, ça aurait été un peu Hmm. indigeste. Donc voilà, me présenter comme ça marque les esprits effectivement. Carrément. On peut déjà enchaîner directement sur ta façon de shooter, puisque cet elevator pitch amène directement à ce sujet. Et en Mmh mh. quoi tu parles d'instinct? Est-ce que tu peux donner des exemples? Enfin, comment tu vis ça le jour J?
Alors je pense que l'instinct, enfin, ça se cultive et je pense que c'est surtout dû au fait que j'ai 10 ans d'expérience, donc j'avais pas d'instinct dans mes toutes premières années où je faisais de la photo. Enfin voilà, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais, on va dire, dans les premières années. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'expérience, voilà, j'ai fait plus de 180 mariages et je prends toujours beaucoup de temps aussi pour analyser mon travail. C'est aussi pour ça que je participe à des concours, par exemple. C'est pas tant pour gagner des prix que de me replonger dans des reportages passés et voilà, de réfléchir à ma prise de vue, à voir ce qui fonctionnait pas. Et en fait, je pense en faisant travailler mon cerveau comme ça, ça m'aide à être plus instinctive dans mes prises de vue. Et aussi, j'ai eu une petite voix intérieure parfois aussi qui vient et qui me dit mais là il va falloir que tu bouges parce qu'il va se passer un truc et t'es pas bien placé. Et en fait, donc parfois c'est des combats internes avec cette petite voix intérieure où je me dis mais non non non, là il se passe des trucs, là c'est hyper intéressant. Et je finis par craquer et par céder à cette petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure a toujours raison. Donc voilà, je fonctionne, enfin dans mes prises de vue, quand je suis en reportage, je parle pas beaucoup avec les gens en fait. Je suis vraiment discrète et pour pouvoir être complètement concentrée aussi sur tout ce que j'entends, tout ce que je perçois. Un peu avec mes sens. Enfin voilà, ça fait un peu bizarre parfois de dire ça quand je parle à des non-photographes. Mais en fait, voilà, j'essaye de tout capter. Enfin, je pense qu'on est tous des éponges en fait quand on fait de la photo, surtout sur du mariage. Et j'ai besoin de ça en fait, d'être dans cette petite bulle pour être hyper concentrée et au mieux de mes capacités pour choper les actions, enfin voilà, les moments vraiment importants et les instants décisifs, quoi. Il y a plein de sujets dans ce que tu viens de dire que j'ai envie d'aller creuser, creuser un petit peu. Ok, Pour moi, l'instinct, tu vois, c'est de l'expérience. C'est en fait tout ce que tu as pu emmagasiner de conscient c'est et ça. d'inconscient et tu vas t'écouter. C'est-à-dire que tu sais que c'est Ouais. là-bas, tu sais pas pourquoi, tu pourras pas expliquer sur le Mm. moment. Plus tard, tu pourrais Mm. potentiellement, mais tu sais qu'il y a quelque chose là-bas. Quand tu dis que tu es donc discrète, que tu interviens pas beaucoup, enfin, que tu ne parles pas beaucoup ce jour-là, est-ce que, enfin, comment tu es vraiment le jour J? Enfin, j'imagine donc quelqu'un du coup qui est assez effacé, qui va se rendre très discrète et être pour aller au bon endroit au bon moment, c'est comme ça que ça fonctionne? Ou Mhm. enfin, tu des Ouais. techniques pour pouvoir t'intégrer, dans le mariage? Des techniques, non, à Alors, part ne oui, pas ma question parler. en fait, Je sais pas. j'aurais pas dû terminer par cette question-là parce qu'en fait, ça allait juste avant. Je me suis juste perdu dans la dernière Ouais. phrase. Ok. Mais, comment tu fais pour être, enfin, pour avoir cette place-là sur le mariage? Est-ce que c'est difficile? En fait, je vais y arriver. Alors, faut savoir, vous qui écoutez ce podcast, il est 10h30. C'est pas qu'il est tôt, mais c'est juste que je me suis réveillé à 9h30 à cause de plusieurs nuits sans trop de sommeil, parce que j'ai 2 chats malades à la maison. Et donc, je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce podcast. Parce que moi, en fait, sur les mariages, je parle beaucoup avec les gens, c'est-à-dire que je suis très, très présent. Mhm. Je m'intègre beaucoup et pour moi, c'est une façon de pouvoir aller, là où je veux, quand je veux. Comment, en étant discrète donc, tu arrives à te placer sur le mariage et à être au bon endroit au bon moment? Enfin, comment ça se passe dans ta tête, hein? Bah, je sais pas, je comprends pas la question parce que moi ça me pose pas de problème. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de parler aux gens pour me sentir légitime et aller où je veux en fait. Mais j'explique aussi un peu ce processus auprès de mes clients, mais enfin voilà, je l'explique. Je vais parler avec vous sur les préparatifs quand tu es arrivé. Enfin voilà, c'est normal. Mais après, au fur et à mesure, je m'efface et souvent les clients me voient pas. Pourtant, je suis loin d'être transparente, mais et enfin, j'ai souvent cette réflexion-là des mariés. Le lendemain ou après, une fois qu'ils ont vu les images, où ils me disent mais en fait Annie elle était pas là à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme image, enfin mince, hein, au moment où tout le monde pleurait on l'a pas vue. Et après en fait ils voient que les photos existent, donc ils sont surpris, mais donc voilà, mais c'est comme ça que je fonctionne et en fait ça me pose pas de, enfin pour moi c'est ça qui est facile parce qu'en fait parler avec les gens, en fait je peux pas parler avec les gens et photographier.
D'accord. Ça m'est déjà arrivé de me faire piéger en fait, où tu vois les gens au début ils te disent ah voilà fais comme chez toi, vraiment sens-toi à l'aise. Donc moi je commence à parler. Enfin ça m'est arrivé sur un ou deux mariages au début, où voilà je parle avec les gens tout ça, et puis tout d'un coup je réalise que je suis là pour prendre des photos. Et alors en fait ça fait juste 20 minutes que j'ai une conversation super intéressante avec les témoins, et tout d'un coup voilà mes yeux tombent sur mon sac photo et je dis ah ouais mais c'est vrai qu'en fait je suis censée bosser. Je suis peut-être Donc payé voilà, pour j'ai être là. vraiment beaucoup de mal. Voilà, et des fois, même quand je parle, je dis mince, il y a une action là, et en fait, j'ai pas mon objectif devant les yeux, quoi. Je l'ai juste dans mes mains. Et en fait, D'accord, ouais. donc ça me perturbe trop en fait de parler aux gens. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être en retrait et juste de vivre les choses en même temps que les gens et de me caler sur leur rythme. Pour moi, c'est beaucoup plus OK. facile comme ça. Tu shootes plutôt proche ou plutôt éloigné des gens? J'essaye les 2 en fait. OK. Je pense que je suis pas hyper proche en fait. Je suis plus loin que proche, mais j'essaye quand même de beaucoup varier les points de vue en fait tout au long du reportage. Et ça me gêne pas d'être proche en fait. Si la pièce est petite, si je suis contrainte par le lieu, je suis très proche et ça me gêne pas plus que ça. Mais en fait, j'aime bien moi avoir plusieurs personnes dans mon cadre, donc c'est pour ça que souvent je peux être assez finalement à une distance assez éloignée, on va dire, par rapport à d'autres Mmh. photographes. C'est peut-être pour ça que instinctivement je te posais cette question-là, cette Ouais. question qui était très confuse juste avant. C'est que, en fait, comment tu arrives donc à être proche? Comment tu arriverais à être si tu es éloigné, c'est en fait, c'est plus facile d'être un peu invisible, mais si tu es proche, Mmh. c'est beaucoup plus difficile, donc c'est pour ça que je te posais cette question, savoir si tu étais proche ou éloigné, Ouais. puisque si tu es proche, et rester invisible en même temps, du coup, c'est comment tu gères ça? Parce que enfin, si tu es, à 1 Ouais. mètre de quelqu'un, c'est très dur qu'il te voit pas. Franchement, les gens me voient pas même quand je suis à 1 mètre, hein, parce qu'en fait, les gens vivent leurs émotions. Enfin, je parle surtout quand les gens pleurent, par exemple, quand ils vivent des émotions. Enfin, c'est là quand les gens sont en plein dans l'émotion, je me rapproche forcément. Enfin, faut que sinon ça a pas vraiment de sens. Mais Mmh. franchement, les gens me voient pas, hein. C'est en ça aussi je te posais je creuse là, en fait, tu vois que je m'enfonce, Ouais, j'essaye de pelleter un peu trop, là, j'essaye de retomber sur mes pattes, ce qui est pas facile, plutôt que de passer sur un autre sujet directement. OK. En parlant de l'instinct, est-ce que tu arriverais à dire comment tu sais quand il faut te rapprocher et pourquoi? Et quand il faut rester loin? Parce que je sais que moi, c'est quelque chose où d'instinct, je sais, là, il faut que je me rapproche. C'est que je me pose pas la question, même si c'est très émotionnel et qu'ils sont dans un truc entre eux, Mmh. là, je sais que je vais pouvoir me rapprocher et des fois, je sais qu'il faut que je reste éloigné parce que sinon je vais casser quelque chose. Est-ce que ça, tu arrivé un petit peu à un intellectualiser ou ça en reste encore beaucoup d'instinct? Alors non, c'est de l'instinct. Enfin, je me pose pas trop cette question-là. En fait, moi, c'est vraiment, enfin, ma distance au sujet, elle est vraiment par rapport à ce qu'il se passe en fait sur la scène et à ce que je veux dans mon cadre. Donc, OK. et ouais, en fait, je ressens les émotions, mais après, moi, je regarde. En fait, je regarde pas trop ce qui se passe. Comment dire? Je vais pas regarder le détail de ce qu'il passe, de ce qu'il se passe sur les gens, s'il y a des larmes ou quoi. Mais en fait, je vais plutôt regarder vraiment les formes, analyser les formes, les couleurs, plutôt jouer en mode Tetris. Et donc, par rapport à ce que mes yeux voient en mode Tetris, je sais s'il faut que je me rapproche ou pas. Par rapport à ce que je veux comme type d'image. Et c'est après dans mon tri que je vais vraiment regarder les expressions et choisir les photos en fonction des meilleures expressions. Mais OK. je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais Si, en fait, tu vis le moment et ouais. tu shootes pas en te disant: «Il me faut ça pour mon reportage, il me faut ça», et tu shootes plutôt en disant: «Bon, tu veux shooter cette partie-là, Mmh, tu sais que c'est cette photo-là qu'il te faut, heu, à ce moment-là par rapport à ce qui se passe, mais pas forcément mmh, pour ton reportage final. C'est après que tu choisis ce qu'il y a dedans ou pas, quoi». c'est ça. Tu parlais tout à l'heure des concours, alors on va pas parler forcément des concours, parce que j'en ai déjà parlé dans pas mal de Mmh. podcasts, mais tu disais que tu utilisais les concours non pas pour gagner des prix ou autre, mais pour, pouvoir revenir sur tes photos et voir du coup, les choses bien, les choses mauvaises, les erreurs, les réussites, tout ça. Comment tu le fais? Est-ce que c'est une Bah, session, genre tous les ans, tu te poses et tu fais ça? Est-ce que c'est tu non. reviens parce qu'au bout d'un moment, on va revenir, enfin, tu as fait 170 mariages, donc tu vas pas forcément revenir, tu vois, tous les ans sur tous tes 170 mariages. Donc comment c'est quoi? C'est que ceux de l'année? Comment ça se passe, hein?
Alors ça dépend. En fait, par exemple, il y a certains mariages où, enfin, j'adore les mariés. Enfin, j'ai une relation plus particulière, on va dire, avec les mariés, et je veux absolument, mais ça c'est juste avec moi-même, hein, mais je veux absolument que leur mariage ait un award. Donc, du coup, je reprends tout leur mariage. Tu vois, j'ai sélectionné souvent quelques photos. Je me dis là, il y a un truc, et en fait, ça passe pas. Donc, je dis, bah, je me retape toutes les photos que j'ai faites au mariage pour trouver peut-être une pépite que j'aurais pas détectée dans mes premières sélections. Enfin, c'est vraiment pour ça que je fais les concours. C'est en fait, ça m'oblige à. J'essaye d'envoyer des photos à chaque concours sur lesquels, en tout cas, je participe. Et donc, bah, ça m'oblige à aller chercher toujours de nouvelles photos. Et là, je mets toujours, en fait, je suis un peu longue à faire mes propres analyses sur mes images. Donc, c'est rare que j'envoie des photos de l'année à des concours parce qu'en fait, j'ai pas le recul nécessaire pour juger si la photo, enfin, sauf exception, il y a des photos qui sont parfois évidentes sur le fait que ça va marcher, ouais, marcher Et avec matché certains aussi. concours. Ouais, voilà, les deux matchs. Mais je suis Il pas marche. très bonne. Ouais, je suis pas très bonne pour. Enfin voilà, je suis encore trop dans le côté affectif du mariage. Donc je sais que c'est pas pour moi une bonne option de faire ça immédiatement. Donc je reprends toujours les mariages des années précédentes. Et par exemple, ça peut m'arriver de me dire là, je sais que c'était un bon reportage, et puis après, je découvre qu'en fait, pas du tout. En fait, je me dis mais non, mais c'était beaucoup trop. Enfin, j'ai le souvenir d'un mariage en particulier où en fait toutes mes images sont hyper serrées. En fait, ça respire pas. Et surtout le reportage, je suis comme ça. J'ai trop recadré, trop tour serré. Voilà. Donc ça, je me le note en fait. Moi aussi, je suis assez méthodique dans ma façon d'avancer, de progresser. Et ça aussi, je le fais sur chaque mariage en fait, à chaque retour de mariage. Je me fais aussi ma propre auto-analyse sur comment, voilà, là, je fais cette analyse-là. Moi aussi, j'ai un peu du mal ce matin. Je reprends. En fait, par exemple, sur le chemin du retour, je fais déjà ma propre analyse de ce que j'ai fait, les moments où je me suis sentie pas très bien pour shooter, où j'ai l'impression que j'ai pas obtenu ce que je voulais, ou que je me suis pas sentie à l'aise. Il y a souvent parfois des moments où je me sens un peu en panique. Il y a toujours un moment dans un mariage où je sais plus trop ce que je dois faire, ou alors au contraire il se passe plein de choses et je suis un peu en panique et j'ai l'impression d'aller un peu dans tous les sens sans vraiment avoir d'idées très précises, très arrêtées sur ce que je cherche. Donc ça, je fais cette analyse sur le chemin du retour. Et après, quand j'édite aussi mon mariage, vraiment, j'édite en mode analyse de ce que j'ai foiré ou pas. Voilà, parfois, enfin, moi, je travaille beaucoup mes scènes. Enfin, voilà, pour obtenir une bonne photo, je sais que j'ai besoin de beaucoup shooter. De faire un peu le tour de mon sujet, de choisir quel va être le meilleur placement et ensuite de shooter. Et donc, je me rends compte un peu des erreurs que j'ai pu faire au fur et à mesure. Et ça, je le note en fait sur un document. Voilà, tel mariage, voilà ce que j'ai pas réussi. Et après, idéalement, je relis ça avant chaque nouveau mariage en fait pour me replonger dans les trucs à ne pas refaire ou en tout cas à améliorer. C'est un carnet, c'est quelque chose de virtuel? C'est sur mon Drive. Il y a toute ma OK. vie dans mon Google Drive et c'est un document Word et sur lequel je note ça et année après année, en fait, c'est le même document et donc c'est aussi assez, comment dire? Assez réjouissant, je sais pas. Mais en tout cas, quand je regarde les notes comme ça que j'ai pu prendre sur des mariages d'il y a 3 ou 4 ans, je me dis: «Waouh, mais t'en étais encore là», en fait. Ça m'aide aussi à voir la progression. Parce que des fois, on a un peu du mal à juger ça, en fait, de la manière dont on a l'impression de stagner à certains moments. Et en fait, de relire les notes des années précédentes, ça rassure vachement sur le fait qu'on a quand même beaucoup évolué, même si on s'en rend pas toujours compte. Carrément, c'est une très, très bonne idée, parce qu'en fait, c'est une idée, enfin, que normalement on utilise enfin, que tout entrepreneur doit utiliser, c'est-à-dire, quelque chose va pas, on le note, on y remédie, on Mmh. fait en sorte d'améliorer notre process, enfin tout ça et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que quand je regarde mes photos, je me le dis, tu vois? «Oui, non, ça, Seb, tu fais Mmh. gaffe, là, bon, pour là, tu as fait, par exemple», enfin, tout connement, tu vois? Un souci technique sur une photo, tu as une photo floue, bah, tu vas réfléchir au pourquoi
pourquoi cette photo est floue, tu regardes tes exifs, tiens, en fait, ah oui, bah, j'étais à 1/60 de seconde, ok, en effet, pourquoi j'étais à 1/60 de seconde? Ah, parce que j'étais à f8, pourquoi j'étais à f8 à ce moment-là? Ah merde, c'est parce que j'ai voulu faire une photo, tu vois, juste avant, qui est Mmh. avec un peu plus de profondeur de champ, parce qu'il y avait un peu plus de gens dedans, et j'ai oublié de me remettre à f2.8 ou à f1.4, ou j'en sais rien, comme je fais d'habitude. Et comme je pensais que j'étais à f1.4, bah, dans cette configuration lumineuse-là, et ben, au final, normalement, j'étais bon. Mais comme j'étais à f8, forcément, ça marche pas. Mais je me le note pas. Et c'est vrai que se le noter, ça Mmh. permet juste comme tu dis, avant un mariage, de reprendre et de se dire, ok, là, tu fais attention à Mmh. ça, tu fais attention à ça, tu remets en mémoire tes choses les choses sur lesquelles tu as oublié, en fait, ce que tu as oublié la C'est dernière ça. fois. Et c'est une très bonne façon. Bah oui, parce Tu qu'on fais ça depuis reproduit quand longtemps? même, bah, ça doit faire, depuis 2015, je pense, je le fais, ouais. OK. Et tu allais dire? Oui, parce qu'on reproduit quand même assez souvent les mêmes erreurs. Donc en fait, enfin en tout cas moi je le fais. Je reproduis quand même assez tout le temps un peu les mêmes merdes. Donc si je me le note pas et si je me les relis pas, en fait, je sais que j'avance pas. Mmh. C'est ma manière en tout cas de progresser. Et c'est ça, autant sur le côté technique que sur le côté, instinctif, enfin dans genre, tiens ça j'ai pas assez de photos de comme ça, donc là cette photo-là, j'ai voulu faire une scène et j'étais par exemple 3 mètres, trop à gauche ou. Ah bah, moi, c'est que ça, en fait, parce que je fais pas trop d'erreurs techniques. Enfin, moi, OK. c'est plutôt vraiment ça, c'est plus par rapport à la prise de vue, enfin les trucs que j'ai pas vus, enfin, où j'étais en train de shooter un truc en premier plan, mais en fait, il y avait un truc vachement intéressant, dans le second plan et en fait, j'ai complètement raté la scène. Bah, c'est plus, ça, en fait, ou c'est plus, oui, ça peut m'arriver aussi d'avoir, parfois un peu zappé, la maman du marié sur telle séquence parce qu'en fait, elle était jamais là dans la pièce, mais en fait, c'est moi qui aurais dû aller la chercher pour quand même l'intégrer au reportage à un moment donné. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est vraiment, oui, par rapport, à mon placement, aux scènes à capter et puis à l'équilibre aussi des personnes proches, des invités. Parce que ça, c'est encore des choses qui peuvent m'arriver. Pourtant, j'ai l'impression de mettre les meilleures chances de mon côté, mais ça m'arrive encore où il y a un frère ou ou une sœur que j'ai un peu zappé parce qu'ils sont plus discrets ou parce qu'ils font plein de choses qui sont pas du tout de vivre le moment du mariage, mais voilà, ils préparent des choses à côté et du coup, je les zappe un peu. Mmh. Donc voilà, donc c'est plus par rapport à ça, ouais. Mmh. Ça, c'est encore un autre sujet, tu vois? Enfin, à chaque fois que tu parles, il y a je note, en fait, au fur et à mesure, tous les sujets qu'on pourrait réaborder, en plus des sujets que j'avais déjà notés. Ouais. Et c'est vrai que le côté, hem, réussir à faire en sorte d'avoir un reportage homogène avec une place Mmh. vraiment importante pour les gens importants, alors que, enfin, il y a des gens qui sont loin et tout. Enfin, ça fait encore quelque chose d'autre à mettre dans son Mmh. cerveau, à penser, se dire: Mmh. «Est-ce que j'ai assez de photos du frère? Est-ce que j'ai assez de photos de Ouais. cette personne-là importante?» C'est vraiment quelque chose de pas évident. Mmh. C'est Ça ça. t'arrive maintenant quand même t'arrives à le gérer quand même? Enfin, c'est du fait que tu beaucoup shooté, que tu as été beaucoup cherché, qu'après au tri, tu rééquilibres? Ou c'est pendant le shooting, Mmh. pendant le jour J où tu sais, «Tiens, c'est bon, ça, lui, c'est bon, j'ai assez de photos» ou? Non, c'est tout le temps après, en fait. C'est comme je shoote quand même, beaucoup, c'est vrai que s'il y a une personne que j'ai pas parce qu'elle était ailleurs et que c'est pas moi qui ai fait l'effort d'aller la chercher, du coup, je Mmh. rééquilibre effectivement, en faisant en sorte que cette personne soit plus présente sur d'autres, séquences, de la journée. Il Et faut que j'ai tu aies jamais eu pu de le shooter quand même. retour, pardon. Oui, mais ça, comme je prends plein de photos tout le temps, enfin, j'arrive toujours à avoir des photos, de tout le monde, finalement. Donc ça s'équilibre pas par séquence, mais ça s'équilibre, sur la totalité de la journée. OK. Et quand tu dis que tu shootes beaucoup, la question que je pense que beaucoup de gens se posent en entendant ça, c'est: tu shootes combien sur une journée? Entre, 5 000 et 6 000 photos. OK. C'est ouais, Ce qui est à peu près pas comme moi. C'est Julien Laurent Georges qui shootait plus de 10 000 ou 12 000 photos, je crois, un truc comme ça, voire 20 000 des fois, il oui, m'avait oui, dit, oui. donc Ouais. là, ça fait Oui, beaucoup, non, beaucoup, ça, beaucoup, beaucoup. ça fait vraiment beaucoup. Tout à l'heure, tu disais qu'à certains moments, tu paniques, il y a toujours un moment dans un Mmh. mariage où tu paniques. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou 2 exemples de mariage, de moments de mariage où tu as paniqué? Bah, par exemple, une cérémonie, laïque, hyper courte.
Enfin, je sais qu'elle est courte, la cérémonie, qu'elle va durer 20 minutes, qu'il y a 80 personnes. Et en fait, ça m'est déjà arrivé de me dire, bah, du coup, il faut quand même que je photographie tout le monde. Enfin, il faut que je photographie ce qui se passe. Et en fait, après, moi, j'ai envie qu'il y ait des photos d'un peu tout le monde. Donc, du coup, là, je sais que je cours dans tous les sens. Enfin, j'ai couru dans tous les sens. Enfin, j'ai un mariage en tête par rapport à ça. Donc je cours dans tous les sens pour avoir des photos d'un peu tout le monde et des photos où les gens vivent quand même des choses. Enfin, c'est pas, je fais pas des petits portraits individuels de chacun, c'est pas ça l'idée. Et après, ça se voit sur les photos en fait, c'est-à-dire que on voit que c'est mal cadré, mal composé, que effectivement je suis un peu partout mais en même temps nulle part. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation après en regardant les images de déséquilibre. Enfin voilà, je sens que j'étais pas très bien. Après, une fois que j'ai édité, que j'ai remis mes photos à l'endroit, enfin voilà, ça se voit pas. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles, ouais, sur lesquelles je me suis déjà dit qu'il fallait que j'arrive à me calmer. Et c'est pareil sur des photos où, enfin sur des séquences où tout le monde pleure, par exemple. Donc ça peut être aussi bien en cérémonie que pendant un discours sur les cocktails. Bah, déjà moi-même, je peux être aussi très émue par ce que j'entends. Et je sais pas où donner de la tête parce que tout le monde chiale. Donc et c'est pas toujours facile de faire de belles photos de gens qui pleurent. Donc là, je sais plus où donner de la tête. J'y vais un peu dans tous les sens. Voilà. Donc c'est le moment où, mais en même temps, comme j'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises, donc en même temps, quand je sens le moment de panique arriver, je me dis bon, là, tu sais que tu paniques. Donc maintenant, calme-toi, respire, et ça va bien se passer. Donc voilà. C'est un peu ouais, les situations de stress qui se voient sur Comment, les images. qu'est-ce que tu marquerais sur ton, enfin, qu'est-ce que tu marques sur ton carnet, enfin, sur ton Google Doc? Qu'est-ce que tu marques quand tu vois ça, euh, pour pouvoir mieux réagir le prochain mariage? Ben, je dis juste que j'ai foiré, enfin que pour moi, enfin j'ai foiré, j'ai foiré une séquence. Mais non, non, après c'est plus, enfin je me note juste, je me juste je note pour faire en sorte de me souvenir exactement de ce qu'ont donné les images. Et après c'est plus quand je sens que je revis ça, enfin que j'ai nouveau un moment de panique, bah, enfin comme je l'ai déjà vécu et que je sais que je dois pas continuer à être en panique, c'est juste enfin vraiment de respirer. Enfin du coup j'arrête un peu de shooter, je dis respire, essuie ta petite larme aussi de ton côté, et puis voilà, fais Et ça, abstraction arrête d'écouter ce qui se passe, et puis juste shoot ce que tu vois en fait. Mais j'essaye de me détacher un peu de ce que j'entends, et d'être vraiment focus sur justement le côté là vraiment technique, et de faire à fond mon boulot, et enfin voilà, d'être un peu partout, mais de bien d'être focus sur les gens, sur mes cadrages et mes compos, quoi. d'être moins, on va dire, moins dans le personnel et plus dans le professionnel, peut-être? Ouais, voilà, ouais. Ça te prend combien de temps de réussir à prendre conscience de ça et de souffler et d'y aller? C'est assez rapide. Hmm. C'est quelques secondes. Ouais. Ouais, c'est le temps d'une respiration et de faire Ouais, c'est comme ça, ça. ouais. Oui, oui, parce que en fait, je l'ai déjà vécu plusieurs fois, donc maintenant je me fais plus avoir par rapport à ça. Donc, mais ça aussi, c'est une question, enfin, d'expérience, enfin. C'est tout à fait le. En fait, quand on commence les mariages, ou quand on n'a pas vécu des choses. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque mariage, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, à chaque mariage, même si j'ai vécu quasiment enfin, autant de mariages que toi, Mm, j'ai toujours des choses nouvelles qui arrivent. Il y a toujours une situation que j'ai pas vécue, et c'est ça aussi qui fait le sel de notre métier, parce exactement. que si c'est toujours Ouais. la même chose, franchement, déjà qu'ils se disent oui à chaque fois, ils font chier, quoi. Et le mais c'est toujours il y a des situations qui sont toujours différentes, et c'est toujours aller se raccrocher à quelque chose que tu as déjà vécu pour Mm, pouvoir dire: «OK, la dernière fois que j'ai vécu un truc semblable, j'ai fait ça, ça a réussi, donc je vais faire ça», ou la dernière fois, ça a pas réussi, donc je vais faire autre chose, et je vais tenter autre chose que j'avais pu réfléchir quand j'ai regardé les photos, et ça, enfin, c'est là où notre cerveau, il tourne, enfin, je sais pas pour toi, mais à la fin même à la fin, tu vois, d'un petit shooting couple d'une heure, que ce soit ça ou que ce soit à la fin d'un mariage de 14-15 heures, j'en peux
plus. Enfin, il y a des moments où même à la sortie, je sais pas pour toi, mais à la sortie d'une cérémonie, quand tu vois, ça enchaîne après sur le cocktail qui est un peu plus calme et tout ça, j'ai un moment enfin, vraiment de gros coups de barre. Est-ce que ça t'arrive aussi ou toi, Alors non, parce que j'adore les situations de cocktail, donc moi c'est plus le dîner en fait. Le début du dîner, pour moi c'est un peu, c'est là où je relâche tout. Donc ça c'est un peu dur pour moi à vivre parce qu'après j'ai du mal à redémarrer en fait une fois que ok, je relâche tout au début du dîner. Mais non, le cocktail, en fait moi j'aime bien les cocktails longs et en fait quand je sais que le cocktail il va être assez court, il y a tellement de choses à faire sur un cocktail que je me laisse pas du tout, enfin je baisse pas du tout les bras à ce moment-là. Enfin je suis toujours dans l'énergie de la cérémonie en fait au moment du cocktail parce que je sais qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer, plein de petites scènes de vie à capter et voilà donc non moi au contraire je suis très excitée au moment du cocktail. ouais, ma question était plus, enfin, après un gros moment où ton cerveau a beaucoup tourné, voilà, c'était enfin sur un moment de calme, donc toi plutôt au début du Ouais. repas, où là c'est vrai qu'on a Mmh. cette descente, heu et comment tu fais pour repartir? Enfin, vu que tu dis que tu as du mal à revenir en énergie, enfin à retrouver cette énergie-là, est-ce que tu as une technique pour ça? Pas du tout, je n'ai aucune Pas du tout. technique, je j'espère Tu et qu'il va se tu passer des choses, bah, ouais en fait, enfin non, 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 j'ai pas de technique malheureusement, mais je veux bien en avoir une si tu en as une, bah, moi, souvent, j'ai une baisse d'énergie quand même juste à l'arrivée au cocktail, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de gérer. Il y a eu les cérémonies, là où Mmh. les cérémonies, il y a eu potentiellement des photos de couple à faire, peut-être. Enfin, il y a eu beaucoup de choses à gérer, potentiellement un groupe à gérer aussi. Et généralement, moi, je file vers le traiteur et enfin comment dire, les boissons, et je me prends un gros jus d'orange, tu vois, un gros truc bien sucré Ouais. pour me remettre de l'énergie. Ça, c'est plus pour le côté corps, et pour le côté esprit, quand je sens que j'ai un moment, bah, ça peut être pendant le dîner aussi, où il y a un moment où il se passe vraiment rien parce que tu sens que l'ambiance est vraiment redescendue aussi, parce que c'est ça, Mmh. enfin, si l'ambiance est là pendant le dîner, tu penses que tu gardes ton énergie parce qu'il se passe des choses, ton cerveau il est à l'affût et tout ça. Les moments compliqués, c'est les moments où il se passe rien. Et, Mmh. et en fait, généralement, je fais pareil. Je prends un bon verre ou un truc, enfin, un truc avec un peu de sucre, et je me dis, ok, Seb, maintenant, tu vas chercher des choses. Parce que si tu sais que t'as pas assez de photos, tu vas chercher des choses. Donc, je prends mon appareil photo et je vais essayer là aussi de provoquer certaines choses avec les invités, avec les mariés. Enfin, si je peux, moi, gérer des choses, leur dire, tiens, tiens, on va faire ça ou autre. Enfin, j'essaye de trouver des situations qui me remettent, tu vois, dans le côté, Mmh mh. allez, je suis reparti à faire des photos. Parce que sinon, je sais que la soirée aussi, je vais être là, je fais, ok, bon, bah, les gens mangent, et puis toi, si en plus t'as pas quelqu'un à côté de toi avec qui discuter, t'es là, tu fais, Ouais. Ouais, pour ça, c'est sympa quand tu as un vidéaste avec toi, au moins, tu es un peu dans le même, enfin voilà, tu peux parler, enfin de choses aussi intéressantes et comme on est un peu dans le même mood, c'est vrai que là, je sors de 2 mariages où j'avais un vidéaste, hyper sympa, enfin 2 vidéastes très sympas et du coup, c'était assez plaisant de pouvoir, se remotiver aussi mutuellement pour aller chercher des choses, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes sur, le dîner mais ça, c'est pas mal, ouais. D'avoir, quelqu'un effectivement avec qui on est toujours, enfin, au moins on n'est pas tout seul dans son coin à attendre qu'il se passe à nouveau des choses, quoi. carrément. Ça me fait du coup poser une question qui est dans 2-3 semaines, j'ai un mariage. Alors, il faut savoir que j'ai eu très peu de vidéastes avec moi sur tous mes Mmh. mariages. Ça doit se compter peut-être sur 160 mariages, ça doit compter trois fois, tu vois, donc Ah ouais. c'est pas beaucoup. Mmh. Comment on gère avec un vidéaste? Comment tu gères ta place, sachant que le vidéaste doit aussi avoir ses plans, doit aussi gérer tout ça? Hem, Comment tu gères avec un vidéaste? C'est quoi tes techniques? Est-ce que tu vois avant? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que tu t'en fous? Enfin, comment ça marche? Non, je m'en fous pas du tout parce que ça m'est déjà arrivé que des vidéastes, s'imposent et bah, enfin me foirent un peu des photos, enfin dans le sens où ils posent leurs pieds un peu, n'importe où et ils m'interdisent de certains déplacements donc bon, c'est un peu étrange. Donc là, voilà, j'ai eu quelques expériences effectivement assez malheureuses mais là, les 2 vidéastes
par exemple, avec lesquels j'ai bossé là sur ces 2 mariages, on s'est super bien entendus en fait. Moi, je leur demande en fait, surtout à des moments un peu clés, comme l'entrée de l'église par exemple, où eux, ils ont besoin d'avoir vraiment la mariée en mouvement, donc ils aiment bien se mettre au milieu de l'allée et puis reculer en même temps qu'elle. Bon, ça peut être un peu perturbant pour nous, mais du coup, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le vidéaste, quelles sont les images qu'il a besoin d'aller chercher, comment il va se déplacer pour pouvoir anticiper les déplacements de la même manière que j'anticipe les déplacements des invités. Pour moi, c'est la même chose. Et après, ce que je leur demande, c'est que ils me préviennent s'ils veulent passer devant moi ou si euh, et inversement. Donc en fait, ça s'est très très bien passé sur ces 2 expériences-là, parce qu'on s'est pas, à aucun moment on s'est gêné, à aucun moment ils sont passés devant mon champ alors que j'étais en train de shooter une scène super émouvante, super importante. Donc voilà, donc beaucoup de communication en amont avec eux. Voilà, je leur explique moi quel type d'image j'ai besoin d'avoir, eux aussi de la même façon, et toujours les avoir dans le viseur un peu, enfin dans notre œil et pas dans celui de Mmh. l'objectif, et pour savoir exactement, enfin pour pouvoir bien se coordonner. Tu parlais de l'entrée dans l'église. Comment tu gères alors cette partie où eux, enfin, je vois très bien le plan où ils reculent et la mariée Mm. avance. Heu, Moi, c'est techniquement aussi un plan que je veux en photo. Comment tu gères à ce moment-là pour pas vous marcher dessus? Parce que nous, une photo, on peut faire 1 seconde, on fait notre photo et puis on repart. Mais, Mm. le vidéaste, il a besoin d'un plan, d'un long plan. Bah, lui là, il était plutôt baissé. Enfin voilà, il était pas debout, donc moi je pouvais faire ma photo au-dessus de lui sans qu'il soit dans mon cadre. Et après, on a juste reculé tous les deux ensemble. Et une fois arrivé au bout de l'allée, c'est lui qui est passé derrière moi pour que je puisse avoir ensuite. Lui, ça allait l'intéresser moins d'avoir à la fois le marié et la mariée sur le même cadre avec le papa, etc. Alors que moi, c'est une image que j'attends. Donc, je lui ai expliqué ça avant. Donc, lui, il s'est reculé en premier pour me laisser faire ce plan-là que j'avais en tête. Et c'était instinctif parce que là, dans la façon dont tu me décris le truc, on dirait un ballet, tu sais? Enfin, c'est vraiment Bah genre oui, le c'est truc ça. répété C'est 20 une fois. chorégraphie. C'est ça, c'est une chorégraphie. Mais tu Mais l'avais répété avec? non, je l'ai pas répété, je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Bah, voilà, moi, je vais me mettre là». Enfin, voilà, je lui ai montré enfin, oui, je l'ai répété dans le sens où moi, je lui ai montré, comment j'allais me déplacer. Mmh. Donc, lui, il s'est adapté par rapport à ça. D'accord. Mais c'est lui plutôt qui s'est adapté. Après, à certains moments, je pense que c'est plutôt toi qui t'es adapté. Enfin, Ouais. c'est parce que En fait, je me moi, suis ça me fait adaptée. vraiment peur de ce côté-là, d'avoir un vidéaste ou 2 vidéastes. Heu, Comme je suis pas habitué, tu vois, j'ai ce côté, merde, comme je suis vachement proche de mes mariés et tout, Ouais. je sais qu'il va me détester. Tu vois, je suis déjà parti dans le truc, je sais qu'il va me Ah détester. ouais. Non, par contre, 2 vidéastes, c'est super galère. Ça, effectivement, j'ai jamais réussi à bien manager quand il y avait 2 vidéastes. Je trouve ça trop Mmh. lourd. Mais non, enfin, franchement, avec les 2, là, on s'est super bien entendus. Donc, heu, donc ça m'a OK. redonné, parce que moi aussi, ça me fait toujours un peu peur. J'appréhende un peu qui je vais avoir à côté ou contre moi, ça dépend. Mais donc là, ça m'a rassurée sur le fait, non, non, mais c'est possible de bien bosser avec des Mmh. vidéastes. Bah, j'en parlais sur le podcast avec Pascal Délé, donc vidéaste de mariage Mmh. et je lui disais: «Mais comment vous gérez?» Parce qu'en plus, des fois, ils sont vraiment beaucoup et tout. Enfin, il me disait: Mmh. «Non, non, moi, j'ai jamais eu de soucis, chacun a son moment, avec les photographes». Parce qu'en plus, des fois, il est sur des mariages avec 2-3 vidéastes et 2-3 photographes. Donc tu vois, ça commence à faire beaucoup, quoi et Mmh. et et ça avait l'air d'être très naturel, sans aucun problème et tout. Donc je sais jamais si c'est au vidéaste de s'adapter, au photographe de s'adapter, parce que tu vois la chorégraphie dont tu parlais, enfin c'est pas instinctif pour tout le monde, quoi. C'est même quand tu es avec un second, pour bien gérer aussi, Mmh. enfin que le second soit pas dans ton plan, que voilà, enfin il y a quand même des choses à parler vraiment avant. Est-ce que tu les appelles avant pour pouvoir gérer avec eux, savoir, où c'est le jour du mariage? Non, non, c'est le jour du mariage, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et tu parce que là, dans tout ce que tu as dit, tu vois, tu gardes un œil sur eux, enfin, c'est un œil, du coup, que tu peux pas garder sur les invités pour voir ce qui se passe. Enfin, tu vois, ça fait quand même
un élément en plus qui est assez important Mmh. pour à mettre dans sa tête, à vérifier, à mettre une routine. Tiens, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Plutôt que d'être concentré sur ses photos. Bah, C'est pas après trop je difficile. enfin, non, c'est pas difficile parce que, on va dire, on établit un peu les règles au début, au moment des préparatifs. Après, si je vois que le mec il est super réceptif et que ça se passe bien, enfin tu vois, ça me libère aussi du cerveau par rapport à ça. Enfin, je sais que c'est bon, on s'est calé, tu vois, sur les préparatifs, donc le reste de la journée ça va bien se passer aussi. Donc Mm. je le recherche pas systématiquement. Je lui fais confiance sur le fait qu'il va pas être dans mon champ alors que il sait très bien que ça va me gêner à ce moment-là. Donc Mm. non, ça se passe bien, franchement. Mais toi, tu pourrais aussi réfléchir de où il est pour savoir si toi-même tu n'es pas dans son champ. Oui, mais non, mais franchement, enfin, en fait, lui, souvent aussi, ce qu'il me disait, c'est que, il y a des moments où, de toute façon, comme il coupe aussi, pas mal, il tu vois, sur certaines séquences, je sais plus lesquelles, mais il m'avait dit: «Là, si tu passes devant moi, enfin, devant ma caméra, c'est pas grave». Enfin, tu vois, il y avait des trucs aussi comme ça où, Mm. on s'est bien entendu par rapport à ça, ouais, ouais. Et donc lui aussi, Ok. c'est lui de lui-même qui me libérait un peu du truc. Je sais que par exemple pendant les discours, pendant le dîner, il avait son pied, enfin tu vois, qui filmait les discours. Donc là, je sais que ça bouge pas et que je peux être tranquille. Et là, il m'avait dit si tu passes devant, c'est pas grave. Donc Mm. tranquille. Ok. Bon, bah, je croise les doigts, on va voir. Moi, je vais contacter le vidéaste avant pour me caler avec, quand même. Ok. Tu parlais tout à l'heure des cocktails, enfin, du cocktail que tu aimais la partie cocktail parce qu'il se passait plein de choses. Moi, j'ai entendu beaucoup de photographes, hem, moi, je vais être entre les 2 pour moi, mais j'ai entendu beaucoup de photographes dire: «Bah, en fait, le cocktail, je me fais chier parce que ça m'intéresse pas, je vois pas ce qu'il y a à prendre en photo et tout». Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans le cocktail? Quelles sont les choses que tu vas chercher en photo? Des invités qui se mélangent, qui se parlent les uns les autres. Après, le début du cocktail, c'est toujours un peu pénible parce que les gens sont vraiment sur le buffet, donc ils sont tous groupis sur le buffet. Donc là, ça donne pas grand-chose. Mais après, les gens s'éloignent un petit peu. Voilà, ils vont se poser sur une chaise, un banc. Bon, évidemment, quand il y a des enfants, c'est génial, mais ça, c'est comme sur toutes les séquences d'un mariage. Et après, je vais essayer aussi de capter une lumière, de faire aussi des photos peut-être plus poétiques. Enfin voilà, je trouve que, enfin c'est un champ, enfin surtout sur des domaines assez grands où les gens peuvent vraiment prendre de la distance et pas être tous concentrés au même endroit. Moi qui aime beaucoup aussi pratiquer la photo de rue, c'est un peu comme la photo de rue en fait, où tu attends le moment parfait avec la bonne lumière. Comme la photo de rue, tu vas plutôt te caler à un endroit et attendre que les choses se passent dans le cadre que tu as défini ou tu vas plutôt aller à la recherche de ces photos? Les 2, mais donc dans un premier temps, je vais plutôt être à la recherche de choses qui se passent, pour avoir aussi suffisamment de matière, pour avoir, voilà, des scènes de vie d'un peu tout le monde, pendant ce moment-là. Et ensuite, vraiment, je vais aller me poser là où, je sais que le cadre et la lumière sont les meilleurs et je vais attendre qu'il se passe des choses. Et c'est quoi tes moments favoris dans le cocktail? Enfin, là, comme ça, quelles sont les choses qui reviennent en tête des choses que tu veux absolument sur un cocktail en photo? Alors j'ai pas d'idée, préconçue, sur ce que je veux absolument, en fait, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Hmm. Ouais, tu es plus à observer et donc plutôt enfin, dire, juste à remplir tes cases. J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de Non, quelqu'un ouais, qui, ouais. qui boit un verre, de quelqu'un qui rigole. C'est vraiment de. Bah, ça dépend Ok. de ce qui arrive, de ce qui se passe entre les gens, en fait. Ça, tu peux pas vraiment, Tu, le programmer, enfin. Sur un cocktail, tu shootes plutôt au grand angle ou au longue focale, entre les deux? Alors, dans le cocktail, c'est vraiment là où je change le plus d'objectif. Je commence avec le 24 et le 50 et ensuite je laisse tomber le 24 et je vais passer au 85 ou au 135 pour faire aussi de jolis portraits, des mamans, des papas, enfin voilà, des gens importants. Ça, j'aime bien faire ça. Et ouais, là, je change en fonction de ce que j'ai déjà.
dans mon boîtier et de ce que je veux encore aller chercher. Donc, j'aime beaucoup le 50. Donc, ouais, je privilégie, je pense, Ok. le 50 au moment du cocktail. Tu as un style, enfin tu le dis sur ton site, et ça se voit sur tes photos, tu as un style très coloré, c'est-à-dire que tu as des photos qui sont saturées, qui ont beaucoup de couleurs, enfin même des couleurs différentes. Sur ton site, tu mets coloré, lumière, mouvement. Comment ça se passe pour avoir ça? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis sur le moment du shooting? Enfin, est-ce que c'est du coup que de l'instinct et l'instinct, tu sais qu'il faut aller là pour avoir la lumière que tu veux, la couleur que tu veux? Enfin, c'est, ton œil, il le repère tout de suite? Enfin, comment tu poses ces 3 mots, donc couleur, lumière, mouvement, quand tu fais tes photos? C'est instinctif, enfin, c'est instinctif et à la fois je vais vers, ce que j'ai envie de shooter, enfin ce que j'aime particulièrement shooter et ce qui m'excite particulièrement donc je suis toujours attirée par ça en fait. Comme c'est vraiment ce que j'aime, je suis attirée par ça donc j'y vais en fait, je me pose pas plus de questions que ça et OK. ça m'arrive par exemple de rendre des mariages complètement en couleur, tu vois? Je crois que l'année dernière, j'en ai rendu 2 comme ça entièrement en couleur. Et ça a pas été toi, le noir et blanc, du coup, enfin, sur ton site, tu dis que tu rends maximum, 15-20 en noir et blanc. Du coup, le noir et Ah. blanc te parle moins? Alors quand j'envoie des photos en concours, parfois je les passe en noir et blanc parce que je sais que ça va mieux marcher, pour du concours. Mais, OK. bah, après ça dépend de la lumière, le noir et blanc, mais je passe pas, une photo en noir et blanc, juste pour la passer en noir et blanc. En fait, c'est parce que vraiment en termes de lumière, moi j'aime bien les lumières latérales et je trouve qu'en noir et blanc, c'est vraiment très joli, ça donne beaucoup de volume, de contraste, je trouve ça très chouette. Donc Mmh. dans ces conditions-là, oui, je peux passer une photo en noir et blanc, mais c'est jamais, par hasard. Donc c'est à cause de la lumière latérale? Et où est-ce que ce serait parce que c'est une question que je me pose aussi beaucoup et que je pose souvent aux photographes dans le podcast parce que je j'ai pas encore de réelle, comment dire? Raison de passer une photo en noir et blanc ou en couleur. Parce que, tu vois, ayant un style assez cinématographique, tu vois pas un film passer du couleur à Mmh, noir et blanc à tout à couleur en fait. noir et blanc. Ouais. Et je me pose vraiment cette question du pourquoi dans mon reportage, je pourrais faire 15 photos en couleur, puis 2 photos en noir et blanc, puis Mmh, 10 photos en couleur, puis 10 mmh. photos en noir et blanc. Et est-ce que tu as une piste quand même de pourquoi toi tu passes en noir et blanc? Parce que tu dis qu'il y a une raison. Est-ce que c'est à cause de la lumière? Est-ce que c'est à cause de l'émotion de la photo? Enfin, est-ce que tu sais pourquoi? Pour moi, c'est vraiment pour la lumière. Dans le reportage que je livre aux clients, en tout cas, c'est vraiment lié à la lumière. Parce OK. qu'en fait, les couleurs, j'arrive toujours à sortir des couleurs qui me plaisent quand même, même si, mais je Même s'il préfère fait gris, passer qu'il y a du de la temps. pluie, tout ça? Bah, ouais, c'est beau quand même. Enfin, je veux dire, justement, en fait, la couleur, elle va rendre cette atmosphère-là, alors qu'en noir et blanc, ce sera peut-être moins évident. Et c'est toujours aussi un peu ce que je dis, à mes mariés en rendez-vous, en fait. Je leur explique que, bah, mes couleurs, elles vont dépendre aussi, elles vont retranscrire justement cette ambiance, cette atmosphère. Et un mariage en juillet dans le Luberon, ce sera les mêmes couleurs que, en Écosse en hiver, quoi. Donc voilà, Il fallait que tu mettes je 2 leur endroits qui sont cool. Si tu avais dit, Paris au mois de novembre, là, ça aurait été différent. oui. Bah, c'est peut-être un peu pareil que l'Écosse, au mois de novembre, non? Je sais pas. Oh, j'ai quand même plus l'impression qu'Écosse au mois de novembre, tu as quand même moyen d'avoir des putains de beaux trucs, en fait, tu vois, moi, je me dis Écosse, mois de novembre, ça me paraît logique. Tu vois? C'est comme, Islande, mauvais temps, tu vois? Enfin, Ouais, ouais. Islande, beau temps, ça me non, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Heu et que tu dis Paris, mauvais temps, c'est pas la joie, tu pas joyeux dans ta tête, quoi. Tu dis Paris, mauvais temps, ça donne pas, enfin moi perso, ça me donne pas méga envie, quoi. Oui, parce qu'il fait nuit très tôt, mais sinon j'ai déjà fait des mariages, en décembre à Paris et les couleurs étaient belles parce que, enfin, voilà, ça rend cette atmosphère, enfin voilà, Mmh. c'est différent, mais ça peut aussi être beau. Parce que souvent quand même on passe, enfin sans se le cacher, on passe souvent des photos en noir et blanc parce qu'il y a pas une bonne lumière, Ouais. parce qu'il pleut, parce que enfin, pour «sauver» entre guillemets la photo. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce que tu dis parce que j'ai l'impression que
tu le ferais pas. C'est-à-dire que vraiment, pour toi, c'est pas une histoire de sauver la photo ou de Mmh. dire, bah, tiens, elle rend mieux en noir et blanc parce que la couleur est pas ouf. Donc, comment tu fais pour avoir quand même la bonne couleur sur des photos que la plupart des autres photographes passeraient en noir et blanc pour pas se faire chier? Bah, je travaille, c'est-à-dire que je passe plus de temps sur Lightroom pour obtenir des couleurs, qui moi me satisfont en fait. Tu joues avec Donc quoi? bah, avec, tout ce que je peux, teinte, température et puis après vraiment les couleurs une à une. OK. Mais ouais, 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 vraiment. Mais Avec des ouais, ouais, je retouches trouve ça localisées aussi? aussi, ouais, oui, oui, complètement. Ouais, ouais, tout le filtre radial, tout ça. Enfin, j'essaye tout pour, bon après, enfin, j'ai pas le souvenir vraiment d'avoir eu, des séquences horribles où, vraiment, où j'arrivais pas à m'en sortir, pour rendre des photos couleurs, quoi. J'ai vraiment pas le souvenir, d'avoir eu ça. Après oui, il OK. y a certaines églises où les teintes, elles sont super jaunes et vertes, donc je me débrouille avec ça. Mais je trouve ça trop facile en fait de rendre du noir et blanc et c'est ça me convient pas du tout. C'est vrai qu'il y a un côté trop facile, il y a un côté trop facile au fait de passer en noir et blanc. Je me le dis à chaque fois, tu vois? Ça, c'est quelque chose, je me Mmh, dis: «Mais non, mais là, tu passes pas en noir et blanc parce que là, ouais. pourquoi tu passes en noir et blanc là-dessus?» Pose-toi la question, est-ce que ça a c'est un réel, pas intérêt, mais une réelle cohérence avec ce que tu veux faire? Et Mmh. hem et dans ce cas-là, tu passes toi beaucoup de temps à post-traiter, enfin parce que vu si tu commences à toucher chaque couleur, tout ça et tout, enfin tu dois passer un temps fou derrière en post-traitement. Je préfère enfin je compte pas vraiment en fait, je préfère, ne pas trop compter, les heures que je passe en post-traitement. Mais j'aime bien en fait, enfin j'aime bien cet exercice aussi donc ça me pèse pas. Mmh. Mais Je en trouve gros, mon enfin plaisir, sans ouais. compter, c'est quoi? C'est une journée, 2 jours, 3 jours? Enfin, c'est comment ça Ah se passe? plutôt, bah, je fractionne ça pas mal. Souvent même je traite, plusieurs mariages, en même temps. Pour varier en fait, c'est une manière, de diversifier mon activité en passant d'un mariage à un autre. Mais OK, comme c'est très fractionné, je me rends pas compte du temps passé, mais c'est au plus, 3 jours que 1 en tout cas. d'accord. C'est bizarre comme ça de passer de faire plusieurs mariages en même temps, parce que je me dirais qu'il y a un côté OK sur l'ennui, enfin pas sur l'ennui, mais sur le fait de: «Bon OK, je passe à autre chose un peu pour m'aérer l'esprit et tout», ça OK, mais il y a ce côté garder quand même la même cohérence dans le post-traitement, tu vois? Parce que comme tu disais, un mariage en juillet dans le Luberon et en novembre en Écosse, tu auras pas du tout le même rendu. Et puis enfin, tu auras ton rendu à toi, mais tu auras pas les mêmes couleurs, tu joueras pas exactement sur les mêmes choses. Donc passer de l'un à l'autre, c'est pas trop compliqué plutôt que de faire Bah tout non, d'un au coup et contraire. Non, au contraire, parce que du coup, quand je reprends un mariage que j'ai déjà commencé à traiter, bah, mes yeux revoient différemment, les photos déjà post-traitées et je peux encore, ajuster un peu certaines choses parce qu'en fait, si je traite, toute une séquence, en même temps, en fait, au bout d'un moment, ton œil, il s'habitue, à ce que tu fais. Enfin, tu vois plus très clair, en fait et tu vois mmh, ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? je vois. Donc moi, j'aime bien de toute façon, j'ai besoin de faire des pauses, hem, sur mon post-traitement pour, revoir à nouveau avec des yeux neufs ce que j'ai déjà fait et donc comme j'ai beaucoup de photos à traiter, je peux pas faire des pauses, à faire, quelque chose de complètement différent donc je continue à travailler mais sur un autre mariage. Voilà. D'accord. Moi, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je post-traite tout un mariage et pourquoi pas, je fais d'autres choses, je laisse le temps, et après je reviens dessus. Tu vois, là, par exemple, j'ai fini une séance, couple, hier, je l'ai post-traité, je sais que je l'ai terminé, mais je vais quand même me laisser 5, 6, 7 jours et dans 5, 6 jours, je vais revenir dessus, tu vois, avec un œil neuf, du coup, à ce moment-là, Mmh mh. heu, pour revoir tout plutôt que de couper, comme toi tu fais. C'est marrant de voir les techniques différentes qu'on peut avoir pour, faire au final la même chose. Enfin, Exactement. de ce Ouais. côté, cet œil qui s'habitue. C'est comme, j'en discutais quand j'étais en école, de cinéma avec ceux qui faisaient du son et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ton oreille, bah, il entend Mmh. plus, enfin, elle entend plus. Tu es obligé d'aller faire une pause, d'écouter autre chose et tout, parce que Mmh. tu vas plus entendre les petits détails. Tu voulais parler un petit peu d'inspiration. Qu'est-ce que c'est pour toi l'inspiration? Comment tu trouves ton inspiration? Et tu me disais aussi comment la garder? Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps,
Enfin, être inspiré au début, ça peut, mais au bout d'un moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, d'où tu puisses, toi, ton inspiration et comment tu fais pour la garder au fil des mariages? Eh ben, je regarde tout sauf, des photos de mariage, en fait. Donc moi je j'aime beaucoup, le cinéma, voilà, j'aime beaucoup, le dessin, les BD, et des photos de rue, enfin des photos, de mode, enfin qui n'ont rien à voir avec, ce que je peux faire. Mais c'est en ça où, je voulais en parler parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de photographes qui, en fait, qui ne s'inspirent ou qui ne se mettent dans les yeux, enfin devant les yeux que des photos, de mariage. Donc ça c'est intéressant, enfin, faut quand même regarder un peu, ce que fait la concurrence et comment évolue aussi le monde, du mariage. Mais ça, je dirais, c'est plus d'un point de vue business que, d'un point de vue inspirationnel et de ce qu'on va, créer nous comme image et donc je m'attache à ne me mettre que des belles choses, en fait, devant les yeux, pour que, je me dis que le cerveau va bien, comment dire, extraire de tout ça quelque chose et me le ressortir d'une certaine manière dans mon travail en fait. C'est un peu mon état d'esprit par rapport à ce que je voulais dire sur l'inspiration. Enfin voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi sur c'est pour moi une des plaies de notre métier, enfin, et de beaucoup de personnes qui font ce métier-là. C'est que avec les réseaux sociaux, on a que des photographes de mariage Mmh, dans notre réseau et au final, on ne fait que bouffer des photos de mariage et des fois, en plus, pas forcément les meilleures photos de mariage du monde. Donc, c'est ça. pour moi, c'est une plaie je coupe tout, enfin, je peux passer des semaines sans voir. Alors, forcément, comme j'ai mes élèves, forcément, je vois un petit peu les photos de mes élèves, mais c'est dans un autre cadre, tu vois, c'est un cadre formateur. Mais je ne vais absolument pas voir ce que font les autres. Alors, de temps à autre, Mmh, je m'y mets, et puis, bah, comme toi, tu vois, qui arrive sur ce podcast, bah, j'ai forcément été voir plus en détail tes photos, plus en détail, enfin voilà, forcément, je vais prendre de l'inspiration à ce moment-là, des petites choses, des petites choses dans tes cadrages que j'ai beaucoup aimé, enfin, tu vois, des trucs, tiens, mmh ça rentre un petit peu là. Mais dans ce que tu dis, pour moi, c'est extrêmement vrai, c'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Il faut vraiment aller chercher ailleurs, mmh. sinon tu vas devenir formaté, tu vas faire les mêmes photos que tout le monde. Et ça, c'est une des plaies pour moi de la façon dont beaucoup s'inspirent, parce qu'en fait, plagie, copie, tout simplement, plutôt que Mmh. de... Tu parlais de films, de BD, tout ça, enfin, c'est quelque chose que tu fais, tu t'obliges à, enfin, sans vraiment s'obliger, mais est-ce que c'est des sessions que tu te fais en disant: «Bon, là, ça fait longtemps, il faut quand même que je fasse tous les ans, que je regarde autant de films ou autre», ou c'est vraiment juste parce que tu aimes ça et que t'en lis et regardes beaucoup? Ah non, c'est vraiment par plaisir, enfin, c'est mes loisirs quoi, c'est vraiment, et et à chaque fois que je regarde un film, enfin j'aime bien, enfin, tous les films sont pas beaux visuellement, mais en tout cas quand, les films sont vraiment, très beaux, vraiment je les regarde, en analysant, bah, les cadrages, les compos, les lumières, les couleurs en fait. C'est vraiment, D'accord. je parfois je me sors un peu, enfin, de l'histoire même et je suis vraiment, hyper focus sur, ce à quoi ça ressemble, visuellement. Tu tu revois le film ou c'est vraiment pendant le film? Ah, c'est pendant le film et je peux le revoir aussi plusieurs fois, faire des pauses sur image, enfin voilà pour me les mettre vraiment, dans la tête, quoi. Mmh. C'est ce que je vois sur ton site, si on va sur ton site, donc annigozer.com, on a dans info, on a Ah inspiration, oui, et tu ouais. mets plusieurs, peintures, plusieurs photographes, plusieurs films, et on voit que dans les films qui t'inspirent, c'est plutôt des films, c'est marrant, il y a pas de film récent, si je dis pas de bêtises, peut-être ça a l'air d'être le Miyazaki, peut-être le plus récent, Ouais, peut-être c'est non, possible. c'est Grand Budapest Hotel, le plus récent. Mais, est-ce que tu te sentirais plutôt inspiré par le style des années 60-70 que du style de maintenant? Enfin, est-ce que tu as déjà pensé à ça?
Ah oui, oui, non, j'adore les films des années 60-70, enfin même 50 en fait. Mais parce que aussi j'adore le mobilier, les vêtements de cette époque en fait. J'adore, tu vois, revoir même des films avec Belmondo dans le Paris des années 70. J'adore parce que j'adore redécouvrir des quartiers de Paris à cette époque en fait. Donc Mm. bon, ça c'est autre chose. C'est pas forcément que sur le côté cinématographique, visuel du Ouais, truc. mais comment ça se transcrit après dans tes photos? Est-ce que tu sens que parce qu'il y avait quand même un style, les, enfin, pour la peinture et tout, je pourrais pas en parler parce que j'ai pas la culture, mais au niveau cinéma, Mhm. il y a quand même par exemple, moi j'ai du mal avec l'imagerie des années 70, des années 60-70 dans les films. J'ai beaucoup de mal. J'essaye, hein, il y a plein de films méga intéressants, mais j'ai du mal Ouais. à m'y mettre à cause de cette image, de ces focales utilisées, de ces pas forcément cadrage, parce que cadrage, enfin, si, de ce Mm. style de l'époque. Mm. Euh, Est-ce que toi, ce style, du coup, tu le retranscris dans tes photos? Bah, ça m'est difficile de le dire, j'en sais rien en fait si je le retranscris. Mais Mhm. tu vois, par exemple, là aussi avec le confinement, j'ai redécouvert ou même j'ai découvert des films de Claude Sautet ou Truffaut. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout, mais parce que je vieillis maintenant. Mais tu vois, il y a un rythme assez lent, tu vois, de ces films-là et auquel avant j'étais pas du tout, enfin, fan de ça. Enfin, ça m'attirait pas. Et là, vraiment, je les apprécie ces films-là. Donc non, j'adore tous ces films-là. Et mon gros coup de cœur, ça a été aussi là récemment, même si c'est pas un film récent du tout, mais c'est Barry Lyndon que j'ai découvert. Et enfin, c'est un film super long, super beau. Enfin, tout est tellement hyper travaillé. Chaque plan, c'est monstrueux en fait, comme enfin le travail qui a été réalisé pour faire tous ces plans. Donc Mm. ce film-là, je l'ai revu. Enfin, je l'ai vu pour la première fois récemment, mais je l'ai déjà vu au moins 5 fois depuis. Ok. Ouais, Tellement parce j'ai qu'il apprécié. en plus, il est long quand même. Ouais, ouais. Après, c'est du Stanley Kubrick. Là, je viens de m'acheter un livre sur Stanley sur 2001, sur tout le travail à côté et tout, tous les Ouais. plans. Enfin, c'est dingue, en fait, ce qu'on Mm. peut. Enfin, c'est dingue le travail fait. Et moi, je me nourris énormément de cinéma. Alors, beaucoup plus, tu vois, années 80-90, enfin, plutôt à partir des années 80, à partir du moment où je suis né. Et j'aime beaucoup entendre, regarder entendre des commentaires, les commentaires audio des films, des Mm. réalisateurs. Enfin, tu vois, comprendre pourquoi ils ont fait tel plan et ou même des critiques enfin des analystes qui expliquent le pourquoi du comment. Là, je viens de me taper un podcast de 10 heures sur Spielberg, sur toutes les films de Mm. Spielberg. C'est hallucinant. Enfin, enfin, comment on pense aux petites choses qu'on peut mettre dedans et tout, enfin, dans nos plans et tout. C'est, et tout ce que ça induit chez le spectateur sans qu'il le sache vraiment. Mm. Et ça, c'est un Et monde ça me juste complètement passionne, ouais. d'image. Ouais, moi aussi, ça me passionne. Et tu vois, j'aime beaucoup aussi, évidemment, la photo et les livres photos, mais c'est vrai que je suis toujours allée acheter un livre photo dans lequel il y a du texte et dans lequel j'ai effectivement des informations sur le processus créatif du photographe. C'est ça qui m'intéresse aussi. J'adore avoir les coulisses. Tu vois, j'ai aussi un livre sur David Hockney. Enfin, ce type est fou, quoi. Donc, c'est un peintre David Hockney. britannique. Ouais, un peintre britannique toujours en vie, qui vit en Normandie maintenant. Et il a plus d'âge, hein, je sais pas quel âge il a, mais Il a il l'air est très vieux. toujours aussi vif. Ouais, il est toujours aussi vif. Maintenant, il dessine sur l'iPad. En fait, tu vois, enfin, c'est hyper inspirant en fait de rentrer, enfin, d'essayer de rentrer un peu dans l'esprit de ces créateurs-là qui prennent un soin infini à créer, à mettre, enfin voilà, à rentrer dans leur tête. En fait, j'adore ça. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est pas de savoir comment ils font, mais pourquoi ils le font. Enfin, c'est toujours ce truc, et la plupart des gens veulent savoir comment tu as fait cette photo, enfin, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, un peu dans le début du podcast, enfin, dans cette première partie du podcast où j'ai été un peu plus sur le comment, mais même si j'ai essayé d'aller sur le pourquoi, mais j'étais maladroit. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, si on a réussi à l'intellectualiser aussi, parce que c'est pas évident non plus, hein, mais tu vas plus apprendre en sachant pourquoi cette personne a fait la photo que comment techniquement il a pu le réaliser, quoi. J'ai envie, là, parce que le
temps défile et on n'a pas du tout parlé de comment t'es arrivé à la photo, parce que t'as eu un... Ah oui, je bifurque là, tu vois, je change de sujet total. Avant, donc, tu étais juriste, c'est ça? c'est ça. J'ai Et fait des études de droit que j'ai adoré faire. Ensuite, je suis devenue juriste spécialisée en marché public, vraiment la matière que j'aimais pas du tout, que je comprenais d'ailleurs pas du tout quand j'étais à la fac, mais bon voilà. Spécialiste en marché public quand dans tu le le... domaine Rassure-moi, quand tu le de... faisais, tu le comprenais quand même. Non, j'apprenais par cœur. J'ai appris par cœur mon cours D'accord, de marché public sans... et je l'ai recraché par cœur. J'ai dû avoir d'accord. 12 sur 20, un truc comme ça. Non, mais Mais non, non, je... quand tu pratiquais, quand tu Ah bah étais oui, non, juriste dans le public, tu ah oui, oui, comprenais quand oui. même, j'espère. Ah oui, Ok. bah oui, bah après je me suis intéressée, je dis: «Ah d'accord, je vais gagner de l'argent en faisant ça, la matière que je n'aimais pas du tout, donc je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne». Donc oui, 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 là j'ai commencé à comprendre, donc je suis devenue du coup un peu experte dans ce domaine-là, on va dire, et du coup j'avais l'impression vraiment de tourner en rond, d'être vraiment un hamster dans une roue, un petit maillon d'une grande chaîne, donc ça T'avais quel âge m'intéressait à ce pas trop et moment-là? je quand? Quand, Quand tu étais quand, juriste ah bah, enfin j'ai fait bac+5 en droit, j'ai triplé ma seconde année, mais donc j'ai dû commencer à 25 ans à être juriste et j'ai Ok, fait ça pendant 10 ans ok, et donc je changeais de boîte, régulièrement parce que ça n'allait pas, jusqu'au moment où je suis arrivée dans une boîte où, tout était super, l'ambiance, le cadre, les directeurs, le salaire et ça n'allait toujours pas donc je me suis dit: «En fait, le problème, c'est le boulot, c'est pas la boîte dans laquelle tu travailles». Et donc j'ai toujours fait des choses un peu parallèles en même temps de mon boulot et je me suis remise à la photo en m'inscrivant à un club photo comme ça. Et par hasard, on m'a proposé de faire un mariage. Je me suis dit mais pourquoi pas. Et en fait, c'est là où j'ai eu une révélation. Je me suis dit mais en fait, il y a des gens qui vivent de ça. En fait, il y a des gens qui font ce métier-là. Et comment ça marche. Et donc du coup, j'ai rencontré des photographes pour qu'ils m'expliquent un peu l'envers du décor. J'ai rencontré Jacques Mathéos, le premier photographe de mariage que j'ai rencontré, qui m'a donné plein de conseils super utiles, qui se sont tous révélés exacts. Et après, j'ai demandé à mes directeurs, enfin j'ai dit à mes directeurs que j'allais devenir photographe et donc j'avais besoin de passer en 3/5e, sachant que j'étais quand même responsable de mon service. Et j'ai eu la ok. chance d'avoir des directeurs qui avaient eu aussi plusieurs vies, qui me faisaient totalement confiance. Donc ils se sont dit non mais elle s'est pas frappée la tête contre les murs. Enfin si elle nous demande ça, c'est que vraiment il y a du solide derrière. Donc ils m'ont dit ok. Et pendant 2 ans, j'étais un peu schizophrène en étant à la fois juriste le jour et photographe la nuit, on va dire, post-traité après mes photos. Juriste la semaine et photographe le week-end, on Ouais, pourrait dire un peu comme ça, photographe pour les mariages. ouais le week-end et la nuit, ouais. Quel a été ton état d'esprit au moment où t'as découvert donc enfin, qu'est-ce qui t'a amené en fait, non, question encore plus basique, qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire dans ce club photo? Parce que tu, tu me disais pas forcément être photographe enfin, depuis tout petit et Non, tout ça. non. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, bon, bah allez, pourquoi pas un appareil photo, quoi? Bah, je faisais de la photo quand j'étais ado, je développais mes négatifs, etc. Mais c'était pas plus ça qu'autre chose. Enfin, j'ai vraiment saisi la photo comme une opportunité pour sortir de mon statut de salarié juriste, on va dire. Et c'est vraiment devenu une passion après la photo. Mais c'était vraiment, j'ai basculé juste par. C'était la fenêtre que je voyais pour faire autre chose. Et enfin, bon après j'aimais bien ça aussi, hein, mais c'était pas vraiment. Je savais, je pense au tout début, je pense que je savais pas trop ce que je faisais honnêtement en photo. D'accord. Tu y étais un peu par défaut. Ouais, enfin, par défaut, oui, parce qu'en même temps, j'envisageais de faire, de la céramique, tu vois? Ou d'être commissaire-priseur, tu vois? Donc, enfin, j'avais encore, plein de pistes, possibles et celle qui s'est présentée le plus vite, en fait, ça a été la photo. Donc je me suis dit: «Banco, on y va, on va voir comment ça marche et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je reviendrai, enfin voilà, j'ai, des diplômes et de l'expérience en juriste, donc je redeviendrai juriste, j'y suis allée, voilà, pour pas avoir de regrets et pour tenter quelque chose, en fait. Et c'est après, bah, notamment en suivant, le workshop de Franck Boutonnet en 2015, 2014 ou 2015, où là, j'ai compris, en fait, ce qu'on pouvait faire avec la photo.
C'est là où c'est devenu vraiment une passion. Enfin, où après, j'ai cherché à comprendre comment ça marchait. Oui, pas tant d'un point de vue technique, mais vraiment ce que ça peut provoquer chez les gens. Enfin voilà, comme émotion en faisant de la photo. Et tu as mis assez longtemps, puisque si c'était en 2015 et que ça fait 10 ans que tu fais de la photo, enfin, tu as mis 3-4 ans avant de trouver un intérêt à ce que tu proposais, en fait. Oui, enfin j'exagère un peu le trait, tu vois, mais parce que quand même j'aimais bien les mariages, enfin j'aimais bien parce que j'ai commencé tout de suite par du mariage. Donc j'aimais bien la relation avec les mariés, le fait de vivre, enfin l'adrénaline que tu peux avoir en photographiant un mariage parce que tu peux pas te foirer, etc. Donc ça, de toute façon, c'était super intéressant déjà à vivre. Mais après, le médium photo, je pense que j'y ai vu un intérêt vraiment plus tard. OK. En décalé, ouais. Oui, je vois. Au début, c'était vraiment pour le fun que ça te procurait et pour le fait parce que ça change quand même. Enfin, ma question d'après, ça va être comment on passe de juriste, qui est quand même, enfin, pas vraiment dans la tête des gens le synonyme de fun, à photographe de mariage, où quand même, normalement, enfin, on est avec le bonheur des gens, enfin, on est dans une Mmh. journée, normalement, une des plus belles journées de leur vie. Je dis pas que tous les moments de photographe de mariage sont fun, mais quand même, on est dans une ambiance où, tu vois, j'ai par exemple un de mes élèves qui lui travaille à Pôle emploi. Et forcément, il me dit, bah, passer de travailler à Pôle emploi à travailler, qui est plutôt dans des moments pas forcément faciles des gens, et de travailler avec des mariés où là, on est dans un beau moment de la vie des gens. Enfin, tu vois, il y a une différence juste monstrueuse dans l'état d'esprit, quoi. Comment ça s'est passé pour toi? Eh beh, déjà, j'étais une juriste super fun. Ah, Donc d'accord. Ça existe? bah oui, la preuve, Bah, faut je sais pas, demander moi, à je t'ai mes pas anciens connu en tant que collègues. juriste. Mais si, parce qu'en fait, moi, si tu veux, les chefs de projet ne lisaient jamais mes mails parce que c'est chiant, tu vois, le mail qui arrive de la juriste qui nous dit ce qu'on doit faire, etc. Donc en fait, je mettais mes mails étaient toujours très drôles. Pour attirer l'attention. Bon, après, ils ne retenaient que le truc drôle et pas du tout le fond de mon message. Donc, c'est C'est le quand problème. même, ça foirait. Mais en fait, les gens attendaient avec impatience mes mails parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer 5 minutes à rire. Voilà. Donc non, on peut être juriste et drôle. Et après, oui, OK. enfin, en fait, ce que j'explique aussi, c'est que juriste, enfin, il faut avoir une certaine créativité, en fait, si on veut être un bon juriste. C'est-à-dire qu'il faut pas se contenter de lire un texte de loi et il faut aussi, voilà, l'interpréter. Et moi, j'étais toujours face à des problématiques où on me demandait de faire des choses qui étaient irréalisables, enfin, qui étaient illégales, on va dire. Donc, il fallait OK. toujours que je trouve le moyen d'être dans la légalité tout en arrivant à l'objectif. Donc, ça demande quand même un certain état d'esprit, tu vois, une certaine créativité pour savoir manier les textes et bien rédiger les contrats dans ce sens-là. Tout ce qu'on aime des juristes, quoi. Exactement. C'est vrai qu'en fait, dit comme ça, ouais, non, mais on me demandait de faire des choses illégales et trouver le moyen que ce soit légal. Enfin, tu vois, dans mon esprit, c'est, ouais, bah, en fait, oui, c'est pour ça qu'on n'aime pas les juristes au final, quoi. Ça fait passer des choses qui Oui, mais sont on est un là peu, pour trouver des solutions, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. tout dépend Ouais. le pourquoi, en fait. Tout dépend la raison derrière. Si c'est pour une grosse entreprise et se faire un max de pognon, ou c'est pour sauver la veuve ou l'orphelin, quoi. J'exagère, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Mm. Mais t'as pu ce problème-là, en fait. T'as pu ce truc-là en arrivant sur la photo de mariage, puisque là, l'idée, c'est de. D'ailleurs, c'est quoi ton but dans la photo de mariage, que ce soit ton but perso, question sortie de nulle part, hein, mais Mhm. qui est amenée comme ça, Ouais. ton but personnel, du pourquoi toi tu fais la photo de mariage, et le but par rapport à tes mariés. Bah, en fait, tu vois, par exemple, avant chaque début de saison de mariage, je me dis: «Ah mais c'est la dernière saison de mariage, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant, vraiment j'en peux plus» et à chaque fois, dès le premier mariage, en fait, je me fais cueillir, et je me dis: «Ah non, c'est trop génial, je vais faire ça toute ma vie», en fait. Parce que, en fait,
d'un point de vue personnel, enfin déjà, je trouve que c'est un moment, enfin forcément joyeux, avec des moments forts, émouvants, etc., avec plein de choses qui se passent entre plein de gens très différents. Après, j'adore aussi le côté sociologique des mariages, enfin le fait de passer, tu vois, d'un samedi à l'autre dans des ambiances très différentes, très contrastées. Ça, j'adore. Enfin, juste regarder ça et documenter ça aussi, ça m'intéresse. Et après aussi en termes de photos, enfin, tu vois, les photos que je peux faire en mariage, je peux pas les faire dans un autre domaine. En fait, je trouve qu'en termes de créativité, même si je suis pas la personne la plus créative du monde, enfin, tu vois, dans le sens où enfin, j'utilise pas des artifices, enfin, tu vois, pour créer des images, c'est vraiment juste en exploitant la lumière disponible que je vais créer des choses ou en attrapant un mouvement, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'adore quand même. Enfin, j'adore le résultat. En fait, j'adore. Enfin, c'est pas tant le résultat, c'est aussi la potentialité de ce qui peut arriver sur un mariage. Et le fait, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu débarques le matin sur un mariage, tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, à part les moments clés qui sont un peu programmés, mais il peut se passer plein de choses auxquelles tu t'attends pas. Et moi, j'adore ça en fait. Plus que sur un événement d'entreprise, enfin plus que sur des photos, tu vois, d'architecture, des choses comme ça où c'est quand même vachement calibré. Mais voilà, j'adore être surprise et me surprendre aussi en fonction de ce que je vais pouvoir arriver à obtenir, à choper comme photo. Et qu'est-ce que tu veux apporter à tes mariés? Bah, je sais pas, le souvenir de ces moments-là, enfin d'avoir plein de petits moments, enfin plein de choses qu'ils n'auront pas vues en fait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'ils revivent avec intensité ce moment-là, en leur proposant voilà une narration aussi auquel ils s'attendent pas forcément. Enfin voilà, d'avoir réussi à choper des gestes qu'ils n'auront pas vus, des liens, tu vois, entre des personnes. Moi, j'aime bien quand les familles vraiment elles se mélangent et qu'ils me disent ah mais en fait c'est génial d'avoir vu après qu'un tel a parlé avec un tel alors ce qu'ils se connaissaient pas du tout et on a l'impression que ça a bien matché. Enfin, tu vois, d'avoir voilà, enfin, c'est assez basique comme réponse, mais Ouais, c'est toujours une ouais. très bonne réponse. Revenons, allez hop, je fais un retour côté juriste. Est-ce que ton passé de juriste t'a servi, dans ton métier de photographe? Parce que souvent il y a très peu il y a très peu de photographes qui sont anciennement juristes, anciennement comptables, anciennement dans des métiers, on va dire très, 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 très carrés qui Mmh. en même temps peuvent potentiellement un peu nous servir parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah, on aura Mmh. forcément affaire à des juristes, forcément affaire à des comptables, enfin forcément affaire à ces milieux-là. En quoi ça t'a servi est-ce que ça t'a servi d'être juriste avant ton passé de juriste, hein? Avant de passer de photographe, tu veux dire? Avant, oui, enfin, je reprends ma question. Avant d'être Euh, photographe. Enfin, en étant photographe, ton métier de photographe, est-ce que la Mmh. partie juriste, donc ton passé de juriste, t'a servi? Et si oui, en quoi? Alors je pense pas que c'est le fait d'avoir été juriste qui m'a servi. Par contre, le fait de travailler en société, en entreprise, ça, je pense que ça me sert. Sur le côté Ok. justement carré, rigoureux, même le rapport au client, même si j'avais pas un rapport direct au client. Mais je pense que par rapport à d'autres photographes, hein, je peux l'observer parfois par rapport à d'autres comportements de photographes. Ouais, je pense que j'ai un côté plus carré et ça m'aide aussi par contre pas mal quand je travaille pour des entreprises justement où je retrouve un peu les mêmes mécanismes d'organisation, de relations. Je pense que je sais mieux m'adapter aussi aux différents types d'entreprises avec lesquelles je peux travailler en ayant eu ce passé dans plusieurs Mm. entreprises différentes et à avoir beaucoup analysé ça aussi quand j'étais parce que c'est ce qui me pesait un peu justement dans mon métier de salarié, le côté entreprise, jeu de pouvoir, hiérarchie, tout ça quoi. Enfin, chez la plupart des gens qui se lancent, et moi le premier quand je me suis lancé, euh, il y a ce truc quand même d'avoir sa boîte, enfin de gérer sa boîte. Parce que être photographe c'est bien beau, mais il faut aussi être entrepreneur. Donc, est-ce que toi, Mmh. c'est un domaine que tu as senti plutôt, enfin qui t'a été plutôt facile ou pas, du coup d'être à ton compte? En fait, en y réfléchissant, c'était vers ça aussi que ma question Mmh. allait juste avant, qui était est-ce que ce côté très rigoureux d'avant t'a permis d'être rigoureuse dans la création de ton entreprise, dans la gestion de ton entreprise et dans le fait d'apprendre ton métier d'entrepreneur. Parce qu'apprendre le métier de photographe, c'est un truc, mais apprendre le métier d'entrepreneur, c'en est une autre qui est pas facile, tu vois, d'aller
d'avoir son contrat, d'aller se vendre, de faire de la com, de faire tout ça. Enfin, est-ce que cette démarche a été facile? Est-ce que ça t'a été facilité par le fait d'être juriste? Enfin, comment tu as vécu ces moments-là de création et de lancement? Bah, en fait, j'ai découvert que j'aimais bien, vendre, mes prestations, en fait. Alors que, quand j'étais juriste, j'avais pas du tout à le faire. Enfin, je passais quelques fois des entretiens, donc je me vendais aussi, mais quand même, ça n'avait rien à voir. Mais en fait, ça a été une révélation, en fait, de voir que j'étais finalement assez à l'aise avec ça, avec le fait de passer, voilà, 1 heure et demie, 2 heures d'entretien avec, des prospects pour décrocher un contrat. Finalement, c'est un exercice, qui m'a tout de suite, beaucoup plu, bizarrement. La communication aussi, ça m'a plu aussi de réfléchir à comment, enfin quoi mettre en avant, comment parler de moi, comment parler de ce que j'aime, et cetera. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et après, je dirais que là où ça m'a aidée aussi, dans le fait d'être, entreprise, là pour le coup d'avoir été juriste, c'est qu'en fait quand on est juriste, on est tout le temps en train de calculer les risques finalement. Et donc ça, je pense que ça m'a aidée d'avoir ces réflexes-là, d'un point de vue donc plutôt financier, en me disant: «Bah voilà, comment est-ce que je peux accepter ou pas tel contrat? Est-ce que ça me met en péril ou pas? Est-ce que voilà, quels efforts je dois accomplir pour décrocher de nouveaux contrats, pour être sûr que l'année prochaine tout se passe bien d'un point de vue financier. Donc ça, oui, je pense que ça m'a Mmh. aidé. OK. Ça a pas été trop compliqué de prendre la décision enfin, tu l'as fait sur 2 ans du coup, de ce que j'ai compris, mais ça a pas été trop compliqué parce que je pense qu'en tant que juriste, tu avais un bon salaire. Côté photographe de mariage, ça va être sûrement difficile, au moins au début, de le matcher. Heu, cette décision de passer de l'un à l'autre, souvent il y a des gens qui gagnent, enfin, tu vois, qui peuvent gagner 3 000 à 4 000 € par mois et qui se disent: «Bon, bah, maintenant j'en ai marre, je veux être photographe». Réussir à gagner 3 ou 4 000 € par mois en tant que photographe, c'est faisable, mais ça reste, c'est pas facile, surtout en micro-entreprise où là, c'est quasi impossible. Ça demande de faire beaucoup de mariages, d'avoir des mariages, assez chers, enfin de faire d'autres choses à côté. Comment tu as géré cette partie-là? Alors clairement, si j'ai changé de métier, c'était pas pour gagner, ni même autant d'argent, mais même pas plus en fait, c'est en fait et du coup, j'ai toujours pas non plus, cette volonté, de gagner beaucoup d'argent en fait. Là, ce que je m'offre, c'est plutôt du temps libre et du temps de loisir et clairement, si j'étais toujours juriste aujourd'hui, je gagnerais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que ce que je peux gagner aujourd'hui, mais ça me va très bien en fait. Mmh. J'ai fait aussi ce choix d'avoir une meilleure qualité de vie, qu'en me levant à 7 heures, en rentrant à 20 heures et en ayant de libre que les week-ends, où en fait tu fais le ménage, tu fais tes courses quoi. Donc en fait, c'est vraiment lié à une qualité de vie, bien meilleure pour moi. Donc ça a pas été, dur pour moi de démissionner, dans le sens où, bah, déjà en ayant choisi dès le départ une spécialité, qui est la photo de mariage, quand j'ai démissionné, j'avais déjà pas mal booké l'année qui arrivait. Donc je me disais que j'avais en tout cas le minimum, pour payer, mon, crédit immobilier, mon prêt immobilier. Et puis je me suis toujours dit aussi: «Je démissionne, mais peut-être que dans 2 ans je fais marche arrière». En fait, ça me posait pas de problème, de l'envisager. Oui, tu savais que tu pouvais récupérer pas forcément dans la même boîte, mais tu pouvais récupérer un travail assez vite avec Mmh. ton domaine d'activité. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, tout à fait. J'avais Mmh. suffisamment d'expérience pour, effacer ces 2 années un peu, bancales et trouver autre chose, ouais. Parce que c'est un choix qui est quand même pas facile, enfin surtout tu avais une famille, déjà à l'époque? Enfin c'était, J'ai comment? pas d'enfant, donc j'en avais déjà pas, D'accord, il y a 10 ans. OK. Donc OK. voilà et de toute façon, j'ai toujours été très indépendante financièrement. Donc de toute façon, l'idée c'était que je m'assumais, toute seule avec, enfin que Mmh. j'assumais ce choix toute seule, quoi qu'il arrive. OK. Parce que c'est vrai que enfin, pour beaucoup de gens, il y a cette question enfin, j'ai peut-être des personnes à assumer derrière, Mmh. enfin Ouais, ouais. à faire vivre et donc il y a Mmh. ce côté, bon, diminution. Je pense qu'on est assez tous d'accord, enfin beaucoup, la majorité des gens sont d'accord pour se dire: «Bon, gagner moins, mais vivre bien mieux», enfin vivre bien mieux dans ma Mmh. tête, avoir moins de Ouais. stress, tout ça et tout. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à être d'accord là-dessus et par contre à le faire, tu vois? À se dire: «OK, c'est bon, je le fais, je je, je prends mon courage à 2 mains et j'y vais». Là, c'est une autre histoire. Donc enfin bravo, bravo pour l'avoir fait parce que c'est pas évident. Enfin moi je le vois chez tous mes élèves, enfin c'est un et même moi à l'époque, hein, enfin ça a été quelque chose
de difficile. J'ai envie de parler d'un dernier sujet avec toi, puisque c'est un sujet qui me touche là particulièrement, c'est le sujet du livre. Puisque avec Mmh. tes amis Léa Torrieri et Marine Poron, oui, vous avez choisi tous les trois de sortir un livre qui s'appelle Les secrets de la photo de mariage, qui est édité chez Erol. Et pourquoi c'est un sujet qui me touche actuellement, c'est que je suis en train de... Du coup, j'ai Hélène qui me pousse pour mon éditrice, enfin notre éditrice du coup, qui me pousse pour terminer le livre, faire les relectures, faire tout ça. Enfin, tu connais ça. Il est Et toujours pas fini? ça, tu vas t'y mettre aussi, hein. Non, elle est très très gentille. Donc de ce côté-là, Ouais, c'est très elle est cool, mais peut-être adorable. même un peu trop gentille des fois. Et, Oui, euh, tout à fait. et ce qui est marrant, c'est que cette histoire a démarré avec le podcast que j'ai enregistré avec Léa, donc il y a maintenant 1 an et demi. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ce livre toujours, puisqu'il est toujours évidemment d'actualité, et comment ça s'est passé la création de ce livre? Alors, ce qu'il y a dans ce livre, alors l'objectif un peu du livre, enfin, c'est un livre qui s'adresse aux photographes débutants et puis aussi à ceux qui ont déjà quelques années derrière eux aussi dans la photo de mariage. Je sais qu'il a été lu par des photographes qui sont expérimentés et qui ont aussi trouvé des choses intéressantes. Et en fait, ça n'existe pas vraiment en France de livre sur la photo de mariage. Et on avait envie de déringardiser, on va dire, l'image de la photo de mariage en France, à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des photographes professionnels, mais qui sont pas forcément impliqués dans la photo de mariage. Parce que voilà, dans un premier chapitre, on répond un peu à quelques poncifs sur la photo de mariage, sur le fait que là on fait de belles photos. Enfin, ce qu'on entend un peu à chaque par des invités à chaque mariage en fait, c'est vous avez un bel appareil, mais est-ce que c'est vraiment votre métier? Enfin voilà ce genre de choses. Donc on avait aussi envie et puis aussi envie de présenter de belles photos de mariage, enfin les nôtres, mais pour présenter un peu tout le spectre possible de ce que l'on peut faire sur un mariage. C'est toujours, on se perd dans nos trucs, et puis à un moment, on fait, C'est mais qu'est-ce ça. que je voulais dire, moi, déjà? T'inquiète, ça m'arrive toujours. Comment ça s'est passé la création? Enfin, en plus, une création à 6 mains, chose encore Ouais, plus difficile. Bon, en fait, en même temps, vous vous connaissiez déjà, vous faisiez déjà le workshop c'est 72 ça. heures avant. Enfin, Ouais. forcément, Bah, vous êtes pas retrouvés comme ça. Mais mmh, comment vous avez fait en sorte d'écrire c'est à peu près 200 pages, si je dis pas de c'est bêtises? ça. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est Comment ça, vous un peu avez écrit plus, ces ouais. 200 pages? Heu, Comment vous êtes organisé? Enfin, c'est long quand même d'écrire 200 pages. C'est long, effectivement, mais en fait, on les a fait un peu dans un temps record quand même, parce que, l'idée, c'était que le livre sorte, lors du salon de la photo, qui a lieu en novembre et je crois qu'on a signé le contrat en janvier ou enfin, premier trimestre, en tout cas, de l'année. Donc OK. c'était quand même assez Waouh! chaud, sachant qu'on a quand même une saison de mariage à faire, entre-temps. Donc en fait, comment on a fonctionné? En fait, on s'est répartis, les chapitres. Et ensuite, une fois que l'une avait écrit un chapitre, il tournait auprès des 2 autres, donc pour des corrections, fond et forme, évidemment. Donc c'est vrai qu'on a livré ensuite un travail à Hélène, notre éditrice adorée, qui était quand même assez nickel, puisqu'en fait, on avait le temps entre nous d'ajuster pas mal de choses sur le fond et la forme. Donc c'est sûr, un gros travail. Mais comme on a effectivement l'habitude, enfin, ça faisait déjà, j'ai un peu du mal avec les dates, mais ça faisait déjà peut-être 2-3 ans qu'on travaillait ensemble, à la fois en analysant nous-mêmes notre propre travail, mais aussi via 72 heures le workshop. Donc, on sait déjà comment on fonctionne toutes les trois. Enfin voilà, on se comprend bien. Donc, c'est quand même plus facile quand on se connaît parfaitement et qu'on sait aussi se lire entre les lignes. Enfin voilà, on avance quand même beaucoup plus vite de cette manière-là. Quel a été ton process d'écriture? C'est quoi? Tu t'es mis, genre 4 jours, enfin 2 semaines à fond? Enfin, tu écrit un peu tous les jours? Comment t'as fait ça?
Alors moi j'aime beaucoup écrire, mais en fait je réfléchis beaucoup avant d'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, comment je fonctionnais, en fait, je réfléchissais juste dans ma tête. Enfin voilà, dans ma tête j'écrivais des phrases comme ça, et en fait et ensuite je me mettais vraiment devant l'ordinateur et je sortis tout d'un coup en fait. Mais j'ai beaucoup de temps de maturation en fait avant de pouvoir écrire la première ligne, et ensuite tout est limpide, fluide. Et en plus toutes les trois, on a des manières très différentes d'écrire. Donc moi, je suis très synthétique. Léa est très bavarde et Comment? Marine Non, est pas du un tout. peu entre les deux. Et donc aussi bien à l'oral qu'à l'écrit d'ailleurs. Donc en fait, il a fallu aussi ajuster ça entre nous trois. Donc c'était un Hmm. peu parce que autant sur le fond, on est d'accord. Enfin voilà, on n'a pas d'énormes différences, je pense. En tout cas, par rapport à ce livre, on savait exactement où aller. Après, on a des différences, on a des personnalités déjà différentes et on a aussi des images qui sont un peu différentes. Mais en tout cas, sur ce qu'on voulait transmettre à travers ce livre, on était d'accord. Hmm. Mais par contre, après, sur la forme, il y avait beaucoup de choses effectivement à revoir pour équilibrer et qu'on sente pas à la lecture que c'était écrit par trois personnes différentes. Hmm. Et c'était les relectures, ça c'était le rôle des relectures. Est-ce que quand Ouais, par c'est ça. exemple, Léa ou Marine relisait tes chapitres, en gros, elle faisait des modifications dessus pour essayer d'homogénéiser un petit peu le tout? Oui, enfin, on a toutes fait. Enfin, je crois que chaque phrase a été écrite par nous trois en fait. Au final, tellement on a retravaillé les choses, trouvé. Des fois, on s'est battu un peu pour le mot juste. Tu vois, par exemple, on est toutes les trois assez quand même perfectionnistes. Donc, on avait des débats interminables parfois sur, tu vois, un mot ou une phrase, un truc comme ça. Donc, ça a pris. C'était des batailles assez longues. Entre nous trois, tout ça sur Google Drive, en fait, tu vois. Mais Non, c'est moi qui aurai donc, la dernière modification. Non, c'est moi. Non, c'est moi. ah ouais, ouais, non, Et comme tu peux tout modifier en même temps, bah, t'es là, en fait, chacune peut modifier le mot plein de fois en même temps en se battant, quoi. ouais, bon, après, quand on envoyait chaque chapitre à Hélène, on était d'accord que, en fait, on était toutes les trois d'accord sur ce qu'on envoyait. Enfin, il n'y avait pas de Hmm. bataille cachée comme ça, quoi. Donc, voilà. Vous avez mis, enfin, toi, t'as mis combien de temps à écrire tes, enfin, du coup, non, en fait, plutôt, t'as pas totalement répondu à ma question sur comment, enfin, t'as écrit tout d'un coup, et après tu as envoyé, enfin, est-ce que tu as écrit tout d'un coup en quelques jours? Est-ce que tu t'es mis quelques jours, plutôt quelques heures par jour pour écrire? Enfin, comment tu peux écrire toute la journée? Enfin, comment ça se passe, hein? J'ai écrit tout d'un coup. Je pense que j'ai écrit mes chapitres tout d'un coup, enfin, tu vois, en une journée. Tu vois, je pouvais écrire un chapitre et après, je faisais plusieurs relectures, tu vois, pour un peu mieux ciseler les phrases, enfin, trouver les bons mots, etc. Et après, ça passait en relecture. Mais Hmm. j'ai un temps de maturation assez long, tu vois, qui peut durer même plusieurs semaines, on va dire. Et puis après, je crache tout d'un coup. Après, tout cool. Ok. Là, moi, je suis, enfin, par exemple, j'ai mis beaucoup plus de temps parce que j'ai signé le contrat moi en septembre dernier, et là, je Ok, devais le terminer il y a 6 jours. ok. Enfin, techniquement, je devais le terminer il y a 1 mois et 6 jours. Ou d'abord, je devais le terminer Mhm. il y a 6 mois. Mais la vie a été un petit peu difficile avec tout le boulot et tout ça. Mhm. Là, en fait, c'est en février, j'ai tout écrit sur le mois de février, les 200 pages. Moi, je suis Ok. tout seul à l'écrire, les 200 pages. Ouais. Et donc, j'ai tout écrit sur un mois en y passant, tu vois, 1 heure, 2 heures par jour, tous les matins. En gros, tous les matins, c'était, Mhm. D'accord. j'écris, je m'étais fixé 2000 mots par jour à écrire. Ah ouais. Comme toi, je l'ai beaucoup, beaucoup maturé aussi, dans le sens où j'ai fait des mind maps Mhm. de ce que je voulais écrire. Donc j'écrivais avec d'un côté mon mind map et de l'autre côté mon drive. Et là maintenant je suis dans la relecture. Et c'est long la relecture, bordel. C'est long parce que même si j'ai personne à part Hélène, j'ai personne pour me faire chier sur tel mot ou telle Ouais. structure de phrase. T'es tout seul en train de t'auto faire chier, te dire putain mais est-ce que c'est Ouais. le bon mot, est-ce que c'est le bon truc et tout. Et c'est long, c'est Ah, moi, long. j'adore ça. J'adore ça, Ouais. la relecture. Moi, j'ai jamais autant consulté le dictionnaire des synonymes, tu vois, qu'à cette période-là. En fait, j'adore, tu vois, rechercher le bon mot. Enfin, faire des phrases plus concises, même si je suis déjà assez synthétique. Mais tu vois, j'aime bien quand la phrase, elle claque bien, en fait,
qui est pas, j'aime pas les fioritures. Enfin, tu vois, j'aime pas quand il y a des choses qui servent à rien, tu vois, qu'il y a des mots qui servent à rien, tu vois, ça j'aime pas. Et moi, j'aime bien ce Faut que ce soit travail-là de concentré. relecture. Je trouve ça, c'est plus facile pour moi la relecture que le premier jet. Enfin, tu vois, ça c'est plus, enfin, C'est c'est plus difficile d'organiser sa pensée, on va dire, pour faire un chapitre cohérent qui se tienne et où on passe d'une idée à l'autre de manière fluide, en fait. Ça, c'est pour moi, c'était le plus difficile. Et quand tu as vu le livre arriver, ça s'est passé comment? Quand il était fini, que tu l'as reçu vraiment dans les mains? Bah, ça, c'est génial. Ça fait des frissons, quoi. Moi qui adore les livres, tu vois, c'est génial de voir son nom sur un livre. Non, non, c'est une super émotion. Ouais, c'était génial. Même si ça avait été éreintant comme boulot, c'était. Enfin, après, t'as la récompense, quoi. Ouais, tu penses plus de toute façon, tu penses plus Oui, à toutes après, les heures de prise de tu penses plus tête, au et tout travail. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Après, c'est Non, génial de faire des dédicaces, tu vois, d'être au salon de la photo et de faire des dédicaces. Tu vas voir. Bah, le truc, alors moi je l'ai déjà vécu avec mon livre photo, mais que j'ai édité moi-même. Oui. Et Mm. là c'est différent parce que c'est un livre de formation. Donc moi le Ouais. sujet est un peu différent puisqu'il vient avant vous. J'ai pris la suite du livre de Christophe Flers, Mhm. puisque du coup sera devenir photographe de mariage, avec le sous-titre pour le meilleur et pour le pire, surtout des fois pour le pire. D'accord. Et moi, c'est surtout de la partie, tu vois, avant la partie marketing et Mhm. tout ça. Enfin, je vous dis merci à vous trois, puisque à Léa, bien sûr, parce c'est avec elle que ça a pu commencer, parce que c'est elle qui m'a mis en relation avec Hélène, et parce D'accord. que j'avais envie de faire ce livre depuis longtemps. Et que ça a été fait aussi en vous consultant aussi, puisque même si on ne s'est pas parlé, Léa aussi, je sais que vous étiez potentiellement sur le coup aussi de faire ce livre-là, Mhm. et que ça vous intéressait pas forcément d'aller dans ce... Enfin, j'espère, en tout cas, je dis pas de bêtises, parce que c'est ce que Léa m'a dit. Oui, oui, tout à fait. Je confirme. Léa, qu'est-ce que tu as dit là? Oh. Et, et donc voilà, c'est grâce à vous trois que Mhm. un de mes objectifs aussi de carrière se fait. Et, et j'ai hâte qu'il soit terminé, parce que j'ai hâte de le voir vraiment, d'avoir les retours, d'avoir tout ça, tu sais. Et en même Mm. temps, je sais pas pour toi, mais c'est cette peur, en fait, tu vois, de dire putain, mais est-ce que je me suis merdé? Est-ce que dans mon livre, est-ce qu'en fait je suis pas passé? Bon, je pense pas, parce que j'ai Oui. l'expérience, j'ai enseigné à beaucoup de gens, et il y a Hélène aussi qui l'a relu, Mm. mais j'ai quand même ce truc du putain, mais merde, et si mon message passait à côté, tu vois, et si j'avais pas fait le... Mhm. C'est pour ça, en fait, que j'ai mis très longtemps à m'y mettre, et c'est très bien ce que vous avez fait, de vous y mettre très vite et de le faire. J'ai mis longtemps à m'y mettre parce que j'avais des grandes ambitions pour ce livre, enfin, j'ai des grandes ambitions pour ce livre, et j'étais, tu vois, face à un mur qui disait, bah, le fais pas, parce que il sera pas à la hauteur de ce que tu veux. Ah Et oui. j'ai mis très longtemps à me dire, bon, ok, c'est bon, je me lance. Fais chier, je me lance, on y va, quoi. Parce que cette peur de ne pas réussir à faire, par exemple, la photo que tu veux, tu vois, tu te mets Mhm. dans un truc, c'est, putain, mais je vais jamais y arriver. J'ai tellement hautes exigences que je vais jamais y arriver, quoi. Pfff, et d'ailleurs, il faut que je m'y remette. Il va falloir que je m'y remette, là, à continuer. Mais ouais, c'est un gros truc. Euh, et vous avez aussi à côté, donc, le workshop 72 heures. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu pour ceux qui connaissent pas, en fait, même ceux qui connaissent, mais le redire un petit peu ce que c'est? Donc, c'est un workshop destiné aux photographes de mariage. Alors, je vais en parler. En fait, on va le retravailler. Je pense que là, on a fait 6 éditions déjà de ce workshop-là. Et nous, on a aussi envie un peu de se renouveler. Donc, je pense qu'en 2022, on va revoir un petit peu le programme. Mais en tout cas, ce Ok. qui sera toujours le cas, ce sera de mêler conférences et pratiques. Et l'idée, c'est d'accompagner dans l'analyse du travail de nos élèves, de les accompagner sur 4 jours. Bon, ce sera peut-être 3 ou 5, j'en sais rien. Mais en fait, on part vraiment de leur travail, c'est-à-dire que on leur demande avant le workshop d'avoir un reportage complet de mariage et d'avoir également une sélection de 50 photos qui, d'après eux, racontent le mieux la journée de mariage. Et on part de cette analyse-là qui est faite en petits groupes
et c'est aussi le fait d'avoir 3 formatrices, ça permet comme ça d'avoir plusieurs séquences du workshop en tout petits groupes et donc d'aller un peu plus loin dans cette analyse. Donc on part de cette analyse pour ensuite les amener sur des challenges photos et ensuite sur un reportage à réaliser dans les rues de Paris. Jusqu'à présent, on a fait toutes les éditions à Paris. Et donc les gens, donc l'idée c'est d'avoir beaucoup de pratique et de travailler à la fois la prise de vue et surtout la narration. Et on a aussi une V2 aussi. On a monté une V2 de ce workshop parce que les premiers élèves nous réclamaient d'aller encore plus loin, alors que nous on avait l'impression d'avoir tout mis dans cette version 1. Donc on était un peu décontenancés que des élèves nous demandent une V2. Donc on a réfléchi à comment on pouvait aller plus loin et on a trouvé. Donc c'est vraiment aller plus sur la partie perception visuelle. En fait, comment le cerveau, l'inconscient, on va dire, perçoit les images, quel message délivrer. Et donc on travaille beaucoup plus aussi la narration. Et on finit cette V2 sur l'impression d'un livre. Au final, là, il y a un reportage qui est beaucoup plus poussé en V2 qu'en V1, où on fait le reportage en 2 fois, ce qui permet la deuxième fois d'aller rechercher des images qui nous manquent une fois qu'on a fait cette analyse du résultat. Et ensuite, le but final, c'est d'avoir un livre imprimé avec notre partenaire. Et donc ensuite, il y a un objet aussi pour nos stagiaires à la fin du workshop. Donc c'est plus ce sont des workshops qui sont orientés vers la prise de vue, vers le Tout fait à de fait. faire des meilleures photos. Ouais, tout à fait. Oui, il n'y a pas du tout de les parties business. On peut en parler évidemment en off, mais on n'aborde pas du tout ces questions-là. Même si on aborde quand même la relation client le jour J, enfin un peu avant, un peu après sur notre première conférence, qui est vraiment là on échange aussi sur des pratiques qui sont parfois aussi un peu différentes entre nous trois. C'est aussi l'intérêt de ce workshop à 3, c'est comme je le disais avant, d'avoir des personnalités, des expériences un peu différentes. Donc ça permet aussi aux stagiaires de pouvoir piocher chez l'une ou chez l'autre des choses qui les intéressent, qui résonnent davantage en eux. C'est complémentaire en fait, parce que moi je fais plutôt des cours pour le côté marketing, c'est-à-dire comment devenir photographe de mariage, comment se vendre et tout. Et du coup, vous êtes plus sur le côté, c'est marrant comme les 2 livres en fait, le livre marketing et le livre shooting quoi. C'est logique. C'est tout parfait. Avant de te poser les 3 dernières questions, j'ai lu un truc sur toi qui, j'ai quand même besoin de te poser cette question-là. Enfin, tu me dis, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là quand même, parce que pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait oui, mais il faut que je le sache. Tu as dit, l'invité qui me demande si c'est mon vrai métier, en tant que photographe de mariage, bien sûr, est à plaindre, parce qu'il vient d'ouvrir les vannes d'un long monologue sur la passion qui m'anime. Bon, sans faire un long monologue, qu'est-ce que tu lui réponds? Enfin, c'est quoi les premières phrases que tu lui dis? En fait, non, mais c'est vrai que j'adore. Alors, je sais pas, ça dépend exactement comment il formule sa question, mais c'est vrai que j'adore parler mon métier. C'est ton métier? Tu es photographe? On avait fait un podcast avec Mickaël Ferrir sur le sujet, mais t'es photographe? Genre, photographe, c'est ton métier, quoi. Et c'est souvent comme ça la question, c'est t'es photographe? Ça, oui, je réponds oui, mais après, en fait, c'est un peu comme le livre. En fait, j'explique à quel point c'est génial d'être photographe de mariage, de faire chaque week-end des reportages de moments heureux dans des ambiances hyper contrastées d'une semaine à l'autre. Et après, j'ai tellement d'anecdotes sur mes mariages que je peux. Il suffit de tirer le fil et puis moi, ça y est, quoi. Je peux faire un monologue pendant 2 heures à raconter. Ça, c'est un peu mon danger en fait quand je rencontre des clients, des prospects qui sont toujours très intéressés par souvent ce qui s'est mal passé en fait à des mariages. Les gens, ils veulent toujours savoir pourquoi les trains sont arrivés en retard plutôt que c'est ce qui intéresse un peu les gens. Et donc là, je peux balancer plein de choses sur plein de choses que j'ai vues en mariage qui sont toujours très drôles, mais voilà, je suis intarissable sur le sujet. Et puis j'adore mon métier. Enfin, toi, on en a parlé un peu, mais j'adore aussi analyser mon travail, etc. Donc je peux répondre à n'importe quelle question et puis me laisser complètement porter. C'est pour ça, tu vois, que je parle pas trop aux invités pendant le mariage, parce que sinon, moi, j'oublie complètement qu'il faut que je photographie le cocktail.
Ce qui est très drôle, en fait, juste pour cette partie-là, quand je discute avec un invité, je suis toujours en train de regarder ailleurs ce qui se passe. Et Ouais. quand la discussion est intéressante, je lui dis, bon, par contre, t'offusques pas si d'un moment je me Oui, casse. C'est pas parce que, voilà, c'est juste parce qu'il y a un truc à prendre. c'est ça. C'est ça. Et forcément, enfin, je suis obligé de te demander. Du coup, moi aussi, je suis friand de choses qui se sont mal passées. Donc, est-ce que tu peux nous Ah en oui, raconter une? là, je vais Parce que avoir un normalement, j'ai gros une question. trou. Quel est ton moment favori? Une des 3 dernières questions, c'est quel est ton moment favori? Quel a été ton Ouais. instant favori sur tous les mariages que tu as vécu? Un moment, une anecdote, un truc que tu as vécu qui était, qui t'a vraiment marqué, qui était fou? Bah, j'avoue, j'ai réfléchi à cette question-là parce que j'ai écouté les podcasts avant et je me suis dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à cette question?» et honnêtement, il y a rien qui soit sorti du lot, en fait. En fait, moi, ce que j'adore, c'est vraiment les discours, des parents, des témoins, des amis. Enfin, je trouve que c'est toujours des moments hyper forts et moi, j'ai juste le souvenir comme ça de 2 mariages où, tout le monde a pleuré, mais tout le temps, en fait, toute la journée. Les gens ont pleuré, que ce soit en cérémonie, pendant tous les discours et il y avait des discours, pendant le cocktail, pendant le dîner et cetera. Donc ça, c'est des moments, hyper forts que je peux retenir, enfin qui m'ont particulièrement marquée, en fait, et qui font que ces 2 mariages ont une saveur pour moi qui sont un peu particulières Un moment où à ça s'est mal sortir. passé alors? Parce que là, je lâche pas l'affaire. Apparemment, tu as dit que tu étais intarissable, donc vas-y. Oui, 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 mais bien sûr, j'aurais pas dû dire ça parce que là, évidemment, j'ai le gros trou noir. Non, mais en fait, après, c'était peut-être plus alors, ça dépend si c'est sur, ce qui s'est passé sur le mariage ou dans ma relation avec les mariés. Enfin, j'ai déjà, j'aime bien un peu aussi raconter parfois les coulisses, mais ça m'est déjà arrivé, Non, mais là tu fais pas ta légende, quoi. Tu as commencé avec une légende de Colombo qui a toujours des choses à dire et tout, et en plus, après, tu dis que tu intarissable, et maintenant, tu dis: «Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut que ça reste mystérieux. Moi, j'aime bien, tu vois, garder un peu du mystère. Donc, ça va aussi un peu avec Colombo, le côté mystérieux, tu vois, je trouve. Ça reste cohérent pour moi. ce serait pas un petit peu un discours de juriste qui essaye de passer outre le donner une C'est interprétation ça. de texte? C'est ça, exactement. J'extrapole un peu. Donc dans les 3 questions de fin, on a, quel est ton objectif favori? Objectif Alors, de c'est ouais, objectif, d'appareil photo. le 50 millimètres, dont je me sers en photo, de voyage, vacances ou en photo de rue et c'est lequel avec lequel, ouais, je suis le plus à l'aise. Enfin, je trouve que c'est toujours, mes compos, mes cadrages, ils sont toujours parfaits avec le 50, en fait. Donc et j'aime bien ma distance par rapport au sujet aussi, donc si je devais en retenir qu'un, ce serait celui-ci. Il y avait l'histoire du moment favori, mais je vais changer juste un peu cette question pour qu'il y ait vraiment les 3 questions de fin. Est-ce que tu peux me décrire ta photo favorite de mariage? Enfin, favorite ou une de tes photos favorites. Je sais que c'est difficile d'avoir une seule photo favorite, mais de la décrire comme ça. Et on l'affichera, on la mettra pour la partie YouTube, on la mettra en photo pour que les gens voient. Bah, c'est celle qui est sur ma page d'accueil, de mon site. C'est, une photo d'un dîner. Justement, c'est l'un des mariages où, tout le monde pleurait, tout le temps. En fait, j'adore l'ambiance, de ce mariage et c'est une photo vraiment que je suis allée chercher. Je me souviens je sentais qu'il y avait du potentiel sur cette scène où tous les invités étaient quand même toujours assez expressifs, depuis le début de la journée. Et j'ai beaucoup, beaucoup shooté tout en bougeant pas du tout, en fait. Je suis vraiment restée, immobile, la tête enfoncée dans le mur pour avoir le plan le plus large possible et à attendre Mais le beau moment pour qu'il y ait des expressions différentes. Oui. est-ce que tu peux la décrire pour ceux qui ne font Ah pardon. qu'écouter ce podcast? Alors, donc il s'agit d'une salle, enfin, on est dans la salle, du dîner. Le marié et la mariée sont debout et le marié fait un discours. Et donc on doit avoir 6 personnes peut-être qui sont assises de part et d'autre sur une table tout en longueur. Et il y a C'est ça. de beaux tableaux au mur. Il y avait pas beaucoup de lumière. J'ai un peu galéré, mais ça rend en même temps une ambiance assez chaleureuse et intimiste. Et donc j'ai voilà beaucoup shooté pour avoir des expressions et des gestes qui rendent compte de l'émotion
que ressentaient les invités. Et donc c'est une photo maintenant qui commence à dater, mais en fait, et donc souvent quand je reviens sur mon signe, je dis ah, est-ce que je garde toujours celle-ci? Et en fait, je l'aime trop. Je l'aime trop. Elle marche aussi beaucoup pas mal auprès de mes prospects et je suis toujours attachée. Enfin, j'aime beaucoup ce mariage, ces mariés. Je suis toujours attachée. Enfin, il y a aussi un côté très affectif par rapport à cette image. Donc, et je m'en sers toujours comme signature. Je crois que c'est la première photo aussi qui ouvre ma brochure mariage avec mes prestations et mes tarifs. Donc, c'est vraiment une photo signature. D'accord. Ok. Bah, je vous invite, si vous écoutez ce podcast, à aller directement sur le site dannygozard.com. Le lien sera dans la description. Et c'est la photo de la page d'accueil qui va encore, je pense, durer pas mal de temps, vu que C'est tu vas ça. pas la changer tout de suite. C'est ça. Mais ça, ouais. Ok. Et dernière question, qu'est-ce que tu alors, je sais pas si tu l'as entendu celle-là parce que je l'ai changée récemment. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi du début quand tu as commencé la photo de mariage? Qu'est-ce que tu lui dirais avec ton expérience de maintenant? Enfin, j'étais dans un esprit assez aventureux à tous mes débuts. Et donc, je me dirais que j'ai raison d'oser et d'y aller sans trop me poser de questions. Enfin, avant, j'analysais pas trop les choses. C'était un peu la fleur au fusil que j'ai commencé à être photographe de mariage. Et je lui dirais de continuer sur cette voie et que les choses vont se dérouler à merveille. Et que je vais faire plein de rencontres super intéressantes grâce à ce métier aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que je trouve ça assez génial. Enfin, moi, je me sens pas du tout isolée dans mon métier. Et j'ai rencontré plein de chouettes personnes et je trouve ça, enfin, génial. Enfin, je retournerai pas en arrière. Je lui dirais, vas-y, fonce, parce que tu reviendras pas en arrière. Ouais, tu lui dirais, vas-y, t'as fait le bon choix, c'est bon. Ouais, c'est ça, Ok. ouais. C'est marrant parce qu'on a toujours, enfin, moi, si je revenais en arrière, j'aurais des choses à me dire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur c'était mes 10 ans d'entreprise, parce que j'ai commencé mon entreprise en 2006. Et, Mhm. et donc en 2016, j'ai fait une vidéo sur ce que j'aurais dit à mon moi de 2006. D'accord. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais envie encore de pouvoir envoyer des messages, de dire ouais, vas-y. Et c'est marrant d'entendre c'est juste, bah non, bah c'est bien, continue. Enfin, là, tu as pris la bonne décision. Et alors Mm. évidemment, je pourrais me dire ça, mais ça, c'est mon côté con. Je pourrais me dire oui, non, tu as pris la bonne décision. Tu vas en chier, mais tu as pris la bonne décision. Mais j'aurais, tu vois, quand même envie d'agir dessus, de dire ah, vas-y, fais plus ça, ou crois en toi un peu plus sur là-dessus. Enfin, tu vois, des choses. Mais il y a un côté, dans ce que tu as dit, et de la façon dont tu l'as dit, il y a un côté très, je vais pas trouver le mot, mais très bienveillant. C'est-à-dire, Mm. voilà, c'était bien, c'était un bon moment de ma vie. Ouais, complètement. Oui, se faire confiance en fait, mais voilà. Donc, Ok, et très puis bien. croire en soi, croire en fait que je vais y arriver en fait, croire au fait que je vais savoir m'adapter à de nouveaux challenges et que j'ai Hmm. raison de C'est croire en ce rêve, quoi. Mm. quand on y repense quand même, donc toi c'était il y a une dizaine d'années, euh, ça en fait quand même des choses parcourues en toutes ces années, quoi. C'est assez fou Mm. de se reprendre 10 ans dans la gueule et de se dire ah ouais, ouais, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait tout ça, il y a eu ces périodes-là, il y a eu ces mariages bien, il y a eu ces mariages un peu plus compliqués, il y a eu toutes ces aventures, ces périodes, enfin, c'est riche. C'est ça qui est cool, c'est qu'on est dans un métier qui est riche d'expériences, qui est riche d'événements, de rencontres, Mm. comme tu viens de dire. Enfin, c'est un beau métier. On va terminer ici. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que, enfin, si les personnes qui écoutent et qui ne te connaissaient pas, où est-ce qu'ils vont pour te suivre, en apprendre un peu plus sur toi? Alors pour suivre mon travail, c'est sur Instagram, que je mets, bon pas là, mais que je mets quand même normalement assez régulièrement à jour, donc c'est sur Instagram qu'il y a mon travail, le plus récent. Sur lequel? Des Parce que tu petites en as deux, si je stories, dis pas de bêtises. sur, Annie Gozard,
Là, c'est la photo de mariage et de famille. Et après, Annie Gozard Photo, c'est plus pour du corporate ou des séries personnelles. Et bien sûr, ton site internet pour en voir un petit peu plus. Oui, pour en voir plus. Il n'est pas hyper mis à jour. Enfin, le portfolio est toujours à jour, mais le reste, les articles de blog, c'est pas trop ça. Mais j'y travaille. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de comment te viennent les clients, tout ça et tout, mais c'est cool, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Mm. Il y aurait de matière encore de faire 3, 4, 5 podcasts, mais c'est toujours pareil. C'est toujours à la fin, tu fais « Oh putain, 2 heures déjà !» C'est bon, on va pas... C'est ça. Il y a plein de sujets à aborder. De toute façon, les liens seront dans la description. Et je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi pour partager. Merci à toi. Un gros merci à toi. Merci beaucoup, Sébastien. Et maintenant, restez avec moi puisque je vais faire l'outro de ce podcast. À tout de suite. Un grand merci à toi, Annie, pour toutes ces informations, pour toute cette discussion. C'était un plaisir de te rencontrer. Vous pouvez donc suivre maintenant Annie sur ses réseaux sociaux et sur son site. Les liens sont dans la description. Et comme je vous le disais au début de ce podcast, vous avez une formation gratuite sur comment trouver vos premiers clients, voire même comment trouver vos clients d'après. Le lien se trouve dans la description. Il y a juste à cliquer dessus et aller voir, tout y est expliqué. Et un nouveau podcast dans 2 semaines sur le guide du photographe de mariage version podcast. Et donc, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.